C'est arrivé, je crois que d'ailleurs, j'avais vu ça avec Lesquin, à un moment qui avait parlé des Francs, qui, au fur et à mesure, avaient disparu au profit des autres peuples qu'ils avaient dominés. Oui, alors, Il y a eu beaucoup de mélanges. Alors, quand il y a eu même. beaucoup de mélanges, mais c'est vrai qu'au début, pendant très longtemps, ça a été des purs Francs. ça ne veut pas dire grand-chose, parce que les Francs eux-mêmes étaient plus ou moins ils étaient plus ou moins celto-germaniques. Parce que même l'Allemagne du Sud était celtique au départ. Donc c'est mélangé entre les Germains et les Celtes. Et il y avait les Latins à Trèves, tout ça c'était des villes romaines. Et aujourd'hui des villes allemandes qui ont été fondées par les Romains. Tous les pays d'Europe occidentale, quasiment, sont peuplés à la fois de Latins, de Celtes et de Germains. Dans des dosages qui se discutent, mais c'est vrai de l'Espagne, les Celtibères, les Romains et puis les Visigoths et autres. Les Français, c'est pareil, Gaulois, Romains, etc. Avec quelques Grecs un peu. Les Anglais, c'est la même chose. Les Anglo-Saxons, les Celtes et les Romains. L'Allemagne, finalement, la plupart des pays, l'Italie, la plupart des pays de l'Ouest sont formés d'un mélange de Celtes, de Latins et de Germains. D'ailleurs, on a un peu divagué, mais c'est pas grave. On a divergé. C'est très bien. Oui, on a divergé. Tout à l'heure, on parlait d'un peu, on a évoqué Éric Zemmour et des points de divergence que vous avez eu avec lui, mais il y a aussi, je pense, du moins des points de convergence. En tout cas, il y a quelques jours, donc le 27 janvier 2020, il a dit sur CNews, donc je reprends ces termes: le fascisme est de gauche, le fascisme vient du socialisme, Mussolini est socialiste, Hitler est socialiste et social-nationaliste. Et si je reprends bien vos termes que vous avez dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle c'était, le fascisme est une synthèse originale de socialisme et de nationalisme, et c'était une révision nationalisme du socialisme. Oui, alors effectivement. Vous avez pour autant des points de divergence avec Éric Zemmour, mais aussi de convergence. Alors l'analyse qui fait donc j'ai sorti un livre qui s'appelle Fascisme d'Europe, fascisme au pluriel, et c'était dans ce cadre que j'ai fait une vidéo pour parler du livre, pour faire un petit peu le teasing et la publicité. Alors effectivement, c'est une simplification que fait Zemmour, c'est-à-dire qu'il va trop... c'est facile de dire comme ça, c'est beaucoup plus subtil. Ce qui se passe, c'est qu'au XIXe siècle, donc le socialisme né du XIXe siècle, si on peut dire, et pendant presque tout le XIXe siècle, la plupart des socialistes étaient très patriotes, très nationalistes naturellement. Proudhon, Blanqui, Saint-Simon, tous les autres. Et Marx, lui, ne l'était pas. Il était internationaliste, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, l'internationalisme de l'Europe au XIXe siècle se confondait avec l'Europe elle-même. D'ailleurs, Marx ne pensait pas que les Russes étaient européens, et c'est pour ça qu'il ne pensait pas que la révolution communiste pourrait naître en Russie. Lénine, de ce point de vue-là, contredit Marx. Et il y a le socialisme. Donc ce socialisme va amener à des gens comme Jean Jaurès, mais aussi bien avec Maurice Barrès. Maurice Barrès, à un moment donné, a une phase socialiste. Simplement, Maurice Barrès va mettre en avant le nationalisme que Jaurès et d'autres avaient en eux. Jaurès dit bien que la patrie, c'est ce qui reste à celui qui n'a plus rien, donc c'est pas un propos cosmopolite. Mais, voilà. Et donc le socialisme du XIXe siècle va muter. Et il va muter en trois branches. Il y a le socialisme qui va mettre la démocratie en avant, et ça va donner la social-démocratie, et ça va donner le socialisme actuel, c'est-à-dire un socialisme où on accepte l'économie de marché, finalement, on accepte beaucoup de choses, et on compatit avec la démocratie. Voilà. C'est Jaurès d'une certaine manière, et puis c'est Blum, c'est tout ça. C'est un socialiste qui n'est pas internationaliste, mais qui n'est pas ethniciste non plus, qui est assez mou. Ensuite, il y a le socialisme international, tendance marxiste, qui va se radicaliser et va devenir le communisme, avec les crimes qu'on connaît, et surtout après la Première Guerre mondiale. Et justement, la Première Guerre mondiale, c'est important parce que tous les socialistes qui étaient nationalistes, là, vont se radicaliser aussi. Et ils vont connaître ce qu'on appelle la radicalisation des masses, parce qu'en fait, la guerre de 14-18 va créer, c'est le terme d'un Américain qui s'appelait George Mossé, qui avait parlé de la brutalisation des masses européennes. C'est-à-dire que le traumatisme psychologique, c'est comme des gens qui se sont battus, qui ont eu des compagnons qui sont morts, des gueules cassées, etc. Et Mussolini, Hitler, tous ces gens-là sont des gens qui viennent de la tranchée, qui viennent de la guerre de 14 finalement. Ce sont des socialistes qui découvrent le nationalisme avec la guerre et qui vont donc devenir des socialistes nationaux. Donc dire que Mussolini vient de la gauche, c'est vrai. Dire qu'Hitler vient de la gauche, c'est probable, même si Hitler c'est plus compliqué parce qu'il serait resté très peu de temps à gauche. En réalité, vers 1918-1919, sans doute social-démocrate, mais très peu de temps. Et ils viennent de gauche, mais ce ne sont pas des socialistes comme les autres. On ne peut pas dire que Mussolini, Hitler et les autres soient des socialistes comme les autres. Ce sont des socialistes nationaux. Et le nationalisme est au moins aussi important, voire plus important que le socialisme. Il y a les communistes, c'est le socialisme sur toute la planète. Eux, c'est le socialisme, mais
Goebbels disait un socialiste de race pure. Il utilise cette expression. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, le socialisme est limité au peuple allemand, par exemple. Seuls les Allemands sont égaux entre eux. Par contre, c'est un socialiste qui n'hésitera pas à écraser d'autres peuples et à les asservir. C'est le socialisme pour le peuple unique. Un peu comme les Spartiates. Les Spartiates avaient un côté très socialiste, mais ça valait que pour les citoyens spartiates, les homoioi. Ouais, après, même sur le point de vue purement nationaliste, nous, on n'avait pas le même nationalisme en France qu'en Allemagne. On avait Doriot, par exemple, qui est l'équivalent du fascisme français, Marcel Déat avait une vision un petit peu plus nuancée. Leur nationalisme était moins ethnique, ou en tout cas plus héritier de la Révolution française. Parce que le fascisme... Il y a aussi la théorie élective de la nation de Renan, c'est-à-dire le plébiscite de tous les jours. Oui, mais je pense que les fascistes français étaient quand même très racialistes, honnêtement. Et que Renan lui-même, d'ailleurs, l'était. Puisque Renan était polygéniste, il ne croyait pas à l'unité du genre humain. Ce qu'on oublie souvent, c'est que quand Renan, il dit quoi? Il dit entre Européens. Finalement, l'Alsace, c'est ça. Parce qu'il parle de l'Alsace. C'est l'Alsace qu'il dit. Il dit les Alsaciens, ils ont beau parler allemand, etc., et de race allemande, entre guillemets, s'ils veulent, ils sont français. C'est ça la thèse de Renan. C'est bien qu'ils soient de race allemande, entre guillemets, ils peuvent être français. Parce que le mot race, c'est pas le mot qu'on emploie pour les Noirs, les jaunes, ça. C'est race allemande, race française. Voilà. C'est complètement décontextualisé. Pour lui, un Allemand, un Alsacien pouvait être un Allemand, mais pouvait devenir français. Ça ne veut pas dire que parce qu'un Alsacien pouvait être français, un Malien ou un Vietnamien pouvait devenir français. Pas du tout. Ça restait dans le cadre de l'Europe. Donc Renan a été manipulé. Enfin, les thèses de Renan ont été détournées aujourd'hui. D'ailleurs, Renan était fédéraliste européen. Et Fichte, l'allemand du nationalisme ethnique, croyait aussi à l'unité de l'Europe. Le père fondateur du nationalisme allemand lui-même était pro-européen. C'est ça donc Renan et Fichte, finalement, l'allemand et le français, ils étaient d'accord en fait. Ils disaient pas la même chose, pas sous la même forme en tout cas, mais ils étaient d'accord. Donc voilà, et donc le fascisme, pour revenir au sujet, ce sont des socialistes, mais ce sont des socialistes nationaux. Donc il n'y a pas à mettre sous le même plan, par exemple, je ne sais pas, moi, Mussolini avec Léon Blum. Voilà, ça n'a pas de sens. Par contre, il est vrai que dans le cas de Staline, Staline s'est rapproché quand même d'une vision fasciste. D'ailleurs, Trotsky qualifiait Staline de national-socialiste. C'est par hasard. Staline, c'est quand même du mélange de nationalisme et plus ou moins de socialisme-communisme, hein, avec l'antisémitisme d'ailleurs qui se rajoute. Et il y a une thèse que généralement peu de gens évoquent, mais qui est de plus en plus admise par les spécialistes de Staline, qu'il y avait la volonté d'une sorte de seconde Shoah qui, en 1953, aurait été organisée par l'Union soviétique à partir donc des fameux complots des blouses blanches, puisqu'au départ, Staline donc, avait accusé des médecins juifs d'avoir donné à mort à des grands hommes politiques et militaires de Zhukov et d'autres de l'Union soviétique. Et donc, c'était une campagne anticosmopolite et antisioniste qui cachait une campagne antisémite. Et bien, c'était Ryumin, notamment de la Lubyanka, enfin des mecs qui étaient chargés de ça, et dans un certain nombre de témoins qui ont survécu, juifs, ils leur disaient, de toute façon, ce qu'Hitler n'a pas fait, nous on va le faire, pour résumer. Et donc c'est bizarre, ils l'ont pas fait, c'est un crime potentiel, hein. Mais n'empêche que l'Union soviétique s'était inscrit finalement d'une certaine manière dans l'idée potentielle avec Staline de faire la même chose qu'Hitler avait fait. Après, parfois ils étaient axés sur d'autres peuples, c'est-à-dire par exemple l'Holodomor. Ils ont déporté plein de peuples, les Tchétchènes et d'autres. Sur les Ukrainiens, l'Holodomor. Oui, alors l'Holodomor, c'est plus Lénine que Staline, enfin c'est les deux. Oui. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que Staline, il faut dire que Staline était probablement un ancien agent du tsar, de l'Okhrana, la police du tsar, et qu'il était probable qu'il était infiltré dans le parti bolchevique au départ, et qu'ensuite, quand le régime politique, le tsar est tombé, il est resté. C'est marrant d'ailleurs parce que Hitler et Staline étaient tous les deux des RG. Parce que Hitler au départ il arrive à la DAP, le parti Deutsche Arbeiterpartei. En fait il est missionné par les services de l'armée en Bavière pour aller espionner ce parti en disant on voudrait que tu ailles voir ce qui se passe là-bas. Et donc c'est un RG, il est là pour faire du renseignement. Sauf qu'à un moment donné, historiquement ça c'est intéressant, il y a un pontifiant, une sorte d'universitaire qui commence à expliquer sur l'estrade qu'il faut que la Bavière se sépare de l'Allemagne et s'unisse à l'Autriche. Et lui, Hitler, qui est autrichien, des zones frontières, qui a toujours eu, dans son rêve personnel, il a toujours voulu que l'Allemagne et l'Autriche ne fassent plus qu'un, eh bien, il est choqué, il monte sur l'estrade, et dialectiquement, il écrase littéralement le prof en question, qui d'ailleurs va disparaître, plus personne n'entendra parler. Il aura été écrasé, et c'est là que le patron du parti, Anton Drexler, se dit « Ah, mais ce garçon-là, il a l'air d'avoir du talent, il est fort ». Il lui donne la carte, il lui donne son brochure qu'il avait écrit sur ses idées,
Et Hitler va commencer à dire ça, et va adhérer quelques jours après. Donc, historiquement, on voit bien que, comment dire, ce que dit Zemmour, c'est polémique. C'est pas faux, mais c'est polémique. Lesquin avait d'ailleurs dit la même chose. Le Club de l'Horloge, à l'époque où il délirait pas complètement, avait dit socialisme, fascisme et même famille. Voilà, la Nouvelle Droite avait essayé de jouer un peu cette partition-là. Et il y a une part de vrai. Mais par exemple, si on prend d'autres fascistes comme De Grelle, Codreanu ou José Antonio Primo de Rivera, ils étaient bons catholiques, ils venaient de la droite, libérale, etc. Et ça marche pas. Ouais. Donc oui, Mussolini est clairement venu de la gauche, c'était connu qu'il ne l'a même pas caché. Hitler, il a été à gauche peut-être 3 mois, quoi. Ouais, après, je voudrais dire, Hitler, par exemple, quand il faisait ses premiers discours en Bavière, dans sa taverne en 1920, il disait déjà, voilà, alors là j'ai la citation, « Si nous sommes socialistes, nous devons automatiquement être antisémites, car autrement il n'y a que matérialisme et culte du veau d'or, contre quoi nous dressons résolument. » Voilà. Comment serait-on socialiste si on n'est pas antisémite? Oui. Alors après, l'antisémitisme n'est pas forcément une composante automatique du fascisme. Il arrive assez vite parce qu'à partir du moment où, comment dire, il y a né comme de l'homogénéité, y compris dans le fascisme italien, Mussolini n'a pas besoin des Allemands pour devenir antisémite, mais il pense que l'antisémitisme que l'Allemagne manifeste en 1934 démontre que l'Allemagne est plus révolutionnaire que l'Italie. En fait, Mussolini se dit les Italiens n'ont pas fait leur révolution. Et il a un peu honte d'une certaine manière de ça, et il veut radicaliser les Italiens. Et il pense qu'en adoptant le logiciel antisémite, ça va aider à radicaliser le fascisme, et donc à faire cette révolution qu'il n'avait pas faite, parce qu'en 20 ans, ça s'appelle le Ventennio. Le Ventennio, c'est les 20 ans de gouvernement de Mussolini avant la guerre. Mussolini n'a pas changé beaucoup l'Italie. Alors pourquoi il n'a pas changé l'Italie tant que ça, même s'il a fait des réformes? Parce qu'il y avait le roi, parce qu'il y avait l'Église, parce qu'il y avait beaucoup de choses. Et on voit bien que le logiciel mental de Mussolini, si Mussolini avait eu le choix, je pense qu'il aurait écrasé le Vatican. Je pense que le Mussolini qui a signé les accords du Latran avec eux, pour créer l'État pontifical, on sait très bien qu'il était fan de Nietzsche, de Machiavel et tout ça. À mon avis, le logiciel mental de Mussolini était totalement anti-chrétien. Sauf qu'en Italie, il n'avait pas commencé à faire la guerre avec l'Église, parce que l'Allemagne a commencé à faire la guerre avec l'Église avec des méthodes très subtiles, qui sont appliquées parfois aujourd'hui par d'autres gens, c'est-à-dire la pédophilie. Parce qu'en fait, c'est les premiers à avoir utilisé la pédophilie de l'Église pour attaquer l'Église, ce sont les nazis qui ont commencé à sortir des affaires de mœurs, qui sont des prélats, affaires certainement vraies, mais qui permettaient de faire chanter l'Église en disant « Attention, si vous n'êtes pas gentil avec nous, on sort les dossiers. » quoi. Si on rappelle ça à France Inter, ils vont être mal. Et oui, quand aujourd'hui, on se doute bien que des gens de gauche qui utilisent les affaires de pédophilie contre le Vatican, contre l'Église, les inventent pas. Mais on voit bien que, par exemple, en Irlande et dans certains autres pays, les affaires de pédophilie réelles ont permis à la gauche libertaire et autres d'avancer sur les sujets de société, avortement, et autres. C'est-à-dire, finalement, regardez l'Église qui est la garante de la morale, ils violent les gosses. Donc, si l'Église, elle fait ça, regardez l'hypocrisie, ils sont contre l'avortement, contre le mariage des prêtres, etc. Ce sont des hypocrites. C'est instrumentalisé. Ça ne veut pas dire que les faits ne sont pas exacts et qu'il n'y a pas un problème. Et l'Église a un problème vis-à-vis de ça. Il y a un problème réel de l'Église catholique. C'est pas normal que les protestants et les orthodoxes n'aient pas d'affaires de pédophilie. Ouais. Il faut savoir qu'un pape orthodoxe a le droit de se marier. Or, les orthodoxes, ils sont hérités de Constantin et de Théodose, comme les catholiques. Hein. Donc, il faut savoir quand même, parce que quand on sait, ça rend un peu les choses grotesques. Quand on sait que le mariage des prêtres a été interdit au XIe siècle, et uniquement parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge, les enfants mâles héritaient des fonctions du père, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas que le fils d'un prêtre devienne prêtre automatiquement. C'était la peur qu'avait le Vatican, parce qu'à ce moment-là, ils avaient peur que ça fasse baisser très sérieusement le niveau, d'exigence, puisqu'en fait, c'était juste la paternité qui faisait qu'on était prêtre, mais pas la formation, le séminaire, etc. Et c'est uniquement pour des raisons contextuelles qui n'ont, en 2020, aucun sens, qu'ils ont interdit le mariage de prêtre, qui existait avant. Qui a fait revenir avec la Révolution, me semble. Alors, la Révolution, ils ont essayé des choses. Mais les pasteurs protestants peuvent se marier, c'est même conseillé d'ailleurs, ils sont même beaucoup plus crédibles quand ils sont mariés. Les popes orthodoxes, eux aussi, doivent être mariés. Je crois que les évêques orthodoxes qui ne se marient pas, mais au niveau du prêtre, le truc. Voilà. Donc je pense que derrière, la perspective européenne, pour revenir au sujet du cœur, quand même, du discours qui est le mien, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, il faut réconcilier clairement les catholiques, les orthodoxes et les protestants, parce qu'il faut unir les Européens. Et donc les divisions artificielles, ou même pas si artificielles que ça, mais ces divisions, il faut les estomper. Moi, je préfère Kirill de Moscou, hein, le patriarche, enfin, je ne sais pas si c'est un patriarche le terme, le métropolite, enfin je ne sais plus le terme exact de Moscou,
Moi, je préfère Kirill au pape François. Hein. Ah oui. Pourquoi? D'abord parce que Kirill défend son pays, il est contre l'immigration, etc. Pape François s'est pas rendu en France et n'a pas fait une grande intervention quand Notre-Dame a brûlé. Non, mais le pape François... c'est au-delà de ça. Ouais. Si c'était que ça, c'est sûr, mais c'est quand même... en tant que Français... Bah oui. Le pape François, c'est un chef d'entreprise maintenant. Le pape François, c'est le chef d'une entreprise qui s'appelle l'Église. Alors l'Église, elle va mal en Europe, il y a de plus en plus de déchristianisation, donc il se dit, l'avenir de l'Europe, de toute façon, c'est foutu, c'est l'islam. Je pense que le pape François considère que l'Europe est perdue pour le christianisme. Et que ce qui intéresse, c'est la Chine, c'est l'Inde, c'est l'Afrique subsaharienne, c'est l'Amérique du Sud. Voilà. Moi, je pense qu'il considère que l'Europe est finie. En tout cas, pour l'Église, il considère qu'il n'y a plus d'avenir, quel que soit le résultat. Et donc, il trahit l'Europe. Alors évidemment, moi qui suis personnellement païen, je pourrais m'en réjouir en disant, bah oui, on vous l'avait dit, regardez, le christianisme, c'est des traîtres, et voilà. Je pense que c'est pas le propos intelligent à tenir. Je pense que beaucoup d'Européens sont chrétiens, et ils ont raison de l'être, et ils sont légitimes pour l'être, et ils ne sont pas du tout d'accord avec ce pape. Mais on ne peut pas nier que l'Église aujourd'hui, en tant que structure politique, avec les évêques, etc., enfin, le discours qu'ils tiennent, c'est un discours criminel, quoi. C'est une trahison pure de la civilisation européenne, de la chrétienté. Le mot chrétienté n'est jamais employé par le Vatican maintenant. La chrétienté. Parce que la chrétienté, ça veut dire l'Europe. C'est synonyme. Au Moyen-Âge, je ne disais pas l'Europe, on disait la chrétienté. Mais c'était la même chose. Voltaire parle d'une Europe comme une république chrétienne. Voltaire qui n'était pas spécialement pro-Église. Hein. Voilà. Donc le problème là-dessus, c'est que ce pape François, c'est une catastrophe. Et moi, je dis, mais c'est même pas Philippe IV le Bel qui le chope et puis le met à Avignon qu'il faut. Hein. Il faut que les catholiques français et européens se réveillent et disent, même si c'est pas la coutume, il faut qu'ils fassent pression pour que le pape se fasse virer, c'est tout. Et je vois ça avec beaucoup d'internautes qui disaient que maintenant, un truc qui avait marqué, je crois que c'était à peu près mot pour mot, j'attends qu'une seule chose de ce pape, c'est qu'il décède. Oui, ou qu'il démissionne. Ouais. Mais souvent, je trouve que le problème, c'est qu'il fait des dégâts, et puis rien ne prouve que le successeur ne sera pas pire. Ça peut être un Africain, ça peut même Benoît XVI n'était pas très... Benoît XVI, il était plus en ligne Jean-Paul II. On regrette toujours ceux qui sont plus en place. Ça, c'est classique. Ouais. On se dit, c'était mieux avant. Bon, Benoît XVI avait quand même des qualités intellectuelles et humaines sans commune mesure. Mais je pense qu'il s'est fait virer, lui. Et donc, on a le droit, finalement, de virer Benoît XVI, de le mettre à la retraite. L'argument, c'était Jean-Paul II, il était à genoux, c'était à la fin de sa vie, le pape, c'était terrifiant, il souffrait atrocement. Ok, je l'admets parfaitement. Mais Benoît XVI est toujours vivant. Ça fait combien 10 ans qu'il est plus pape et tout ouais, un peu moins. 6-7 ans. Ça avait été un des motifs évoqués et le plus mis en avant pour qu'il quitte ce qu'on pourrait même appeler à Louis le poste de pape. Qui n'existe pas dans le monde quitter. Mais à partir du moment où ils ont réussi à faire quitter le poste à Benoît XVI, pourquoi on ne pourrait pas virer François? Mais je sais qu'il y a des catholiques qui disent « Oh oui, on ne peut pas, c'est le pape. » Dans ce cas-là, on ne fait rien. Dans ce cas-là, on accepte n'importe quoi. Le problème, c'est que tout le monde est trahi. Le pape dit n'importe quoi, mais regardez, les syndicats sont pro-mondialistes. Les partis politiques, sauf le mien et quelques autres, sont pro-mondialistes. Les églises sont pro-mondialistes. Les loges maçonniques sont pro-mondialistes. Toutes les élites, les grandes entreprises, les oligarques, les Bolloré, sont tous mondialistes. Aujourd'hui, il n'y a pas un champ du politique qui ne soit pas mondialiste. Que ce soit la presse, la télévision, tout. Ouais. C'est ce qu'on appelle la fameuse idéologie unique, hein, la pensée unique. Elle est partout, la pensée unique. C'est vrai qu'on est dans un pro-mondialiste qui va peut-être même parfois jusqu'à presque une sorte d'autodestruction, parce que même si on parle de l'actualité avec le coronavirus, il y en a qui se disent actuellement, alors on ne sait rien, je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine des virus, hein, loin de là, mais on ne va pas fermer, si c'est effectivement aussi dangereux que certains estiment, que les élites qui dirigent les pays ne vont pas fermer les frontières des pays jusqu'au moment où ils vont se rendre compte que ça va être excessivement dangereux, en fait c'est un virus qui serait ça c'est juste la mollesse de nos gouvernements. En fait, ils attendraient le moment presque fatidique et où la situation pourrait plus être renversée pour fermer les frontières, mais ce serait trop tard. C'est aussi c'est la tradition de la mollesse. Ils ne les ferment pas maintenant. Il y a encore quelqu'un de 80 ans, là, un Chinois qui est rentré en France, il était malade et on espère qu'il a... Pour l'instant, il y a 4 cas. Alors, le nombre de cas est quand même relativement rassurant s'il n'y a pas de problème. Il faut savoir qu'il y avait des cas d'Ebola en France. Hein. La presse n'en a pas parlé. Mais au moment de la crise de l'Ebola en Afrique, il y a des gens qui sont venus avec Ebola en France. Hein. Ebola, c'est beaucoup plus méchant, hein, Ebola. D'abord, c'est pas seulement respiratoire tout, mais c'est toutes les sécrétions tout qui peuvent contaminer.
donc ça peut contaminer l'eau, c'est méchant. Hein. Ebola, en plus, c'est une maladie qui est mortelle, a un taux de mortalité qui n'est pas de 2,3%, hein, c'est du méchant. Hein. Et on a laissé entrer Ebola chez nous, hein, parce qu'on a des relations avec l'Afrique. Hein. Bon alors, peut-être on a un peu dévié depuis... On a dévié, mais on va dévier de nombreuses fois, c'est normal. Ouais, c'est pas grave. Alors, on va faire 2 questions en une, parce que je pense que... Bon. Alors, moi, j'aime bien faire de la généalogie des idées, des groupes politiques, etc., des essayistes, machin. Donc, c'est une question qui m'intéresse. De qui êtes-vous le descendant idéologique, ou l'héritier idéologique, et combiné avec, du coup, auteur, essayiste de référence? Alors, voilà, je ne me considère pas comme un héritier, même si certaines personnes m'ont qualifié d'héritier de telle ou telle personne. Je m'inscris, par contre, dans une filiation intellectuelle, c'est vrai, mais très vaste. Je ne peux pas citer un auteur en tant que tel. Ce qui est sûr, c'est qu'il est vrai que la notion de nation européenne, par exemple, a été mise en avant par quelqu'un comme Dominique Vénère, Jean Thiriard et Jeune Europe, Jean Mabir et tant d'autres, qui étaient classés à l'extrême droite. Bon. Pourquoi il est classé à l'extrême droite? Parce que c'est une notion qui est facile pour mettre n'importe qui dedans. Il est sûr que je m'inscris, de fait, dans un certain nombre de thématiques, dans l'héritage de ce qu'on appelle au sens large la nouvelle droite, ou le nationalisme européen, ou le nationalisme révolutionnaire. Bon, c'est vrai. Alors, les différences fondamentales avec ce courant que je peux avoir, bon, par exemple, c'est clairement que je ne suis pas du tout antisémite. Je ne suis pas un obsédé du philosémitisme non plus, mais ce n'est pas une question qui m'intéresse beaucoup. Et je ne me définis pas par rapport à cette question. Je trouve que c'est une question qui pollue les cerveaux, et qui en fout d'ailleurs parfois. Et voilà. Donc je dépasse, par exemple, alors je ne dis pas que ceux que j'ai cités là l'étaient, hein, mais on sait qu'il y avait cette coloration-là qui pouvait exister. Ensuite, je considère effectivement que j'ai une spécificité. Par exemple, moi je suis très hostile aux États existants actuels. Je suis pour un État européen unitaire, mais donc pour la disparition des États actuels. Il y a très peu de gens qui vont jusque-là quand même. Ouais. Donc j'ai mon originalité. On ne peut pas être original en tout. Hein. Celui qui croit qu'il invente tous les concepts... Oui, non, mais c'est pour ça, moi je considère que toutes nos idées nous précèdent d'une certaine manière. On peut pas. C'est la fusion des idées qui est originale chez moi. C'est par exemple quelque chose qui est très peu répandu. C'est cette croyance que j'explique depuis longtemps et qui choque parfois ou qui plaît. C'est que moi je crois que l'avenir de l'Europe, et ça je crois que c'est le message, si je devais dire quelque chose de fondamental par rapport à tout le débat qu'on a pu faire là ce soir et qui est très intéressant. D'ailleurs, je vous remercie de la parole parce que moi je suis preneur de... vous voyez, je suis un grand bavard, donc je suis preneur de pouvoir exposer mes idées et là, vous me donnez le temps de le faire. Le cœur du message du Parti des Européens, finalement, et qui explique un petit peu les filiations idéologiques, mais qui peut être aller jusqu'à la Révolution française, par exemple, d'autres choses. Mais même avant. Voilà, mais après, ça peut être l'art politique, c'est-à-dire, moi, Nietzsche, par exemple, m'a beaucoup apporté d'un point de vue intellectuel, philosophique et pensée, mais après, on passe à autre chose, en tout cas, on nuance les choses. C'est cette idée très forte chez moi que l'avenir de l'Europe, si l'Europe doit avoir un avenir, c'est la fusion idéologique d'une défense absolue d'un État européen unitaire avec l'identité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont contre l'immigration et qui sont contre l'Union européenne, face à des gens qui sont pour l'Union européenne actuelle et pour l'immigration. Et je pense que ces deux camps-là se trompent. Je pense qu'il faut être contre l'immigration et pour l'Europe. Et c'est justement ce que je suis... C'est une position que je suis presque le seul à avoir au niveau des acteurs politiques. On voit bien que Marine Le Pen et les autres sont comme dans une logique eurosceptique, eurotiède, etc. Et Macron, lui, par exemple, est clairement mondialiste. Il dit qu'il est pour l'Europe, mais c'est pas l'Europe qui vise, c'est le monde. C'est une Europe non identitaire, non assumée. Voilà. Donc, on est sur cette situation-là où finalement, je pense que la ligne que je défends là, je suis à peu près certain que c'est même la ligne de 60-70% des Européens. Je pense que 70% des Européens sont contre l'immigration à peu près, et 70% des Européens pensent que l'avenir est une Europe unie. Seulement, ils n'existent pas politiquement, ils ne sont représentés par personne. Ouais, j'ai une citation que j'ai trouvée très intéressante de vous. Hein. Les États sont dévoyés, le gouvernement sont dévoyés, les États doivent disparaître pour que les nations vivent au sein de l'ultime nation, la nation européenne. Oui, alors l'idée, elle est là, c'est qu'effectivement, les États actuels sont des États geôliers. Moi, je les appelle les États geôliers. Les peuples sont des prisonniers. Nous sommes prisonniers d'un droit devenu fou, nous sommes prisonniers d'un cadre qui n'est plus adapté aux enjeux. Et donc les souverainistes disent, oui, la France, la souveraineté française. Mais souveraineté, quelle est la souveraineté d'un nain de jardin dans son parc? C'est tout. Les États n'ont plus le pouvoir. Même la Russie n'a pas les moyens de sa politique. Donc dans cette affaire, les États aujourd'hui, comme ils ne sont pas capables de faire le bien, ils ne peuvent faire que du mal. C'est-à-dire la destruction des identités. L'État français jacobin n'a pas arrêté de détruire l'identité des Bretons, des Basques et tout, et bien seulement des Français.
Aujourd'hui, beaucoup de Français ont perdu leur identité locale, régionale, leur patois, leur dialecte, etc. C'est pas le cas en Espagne, c'est pas le cas en Italie, c'est même pas le cas en Allemagne. Bon, c'est normal que la langue française, pour que les gens se comprennent, puisse se répandre, mais on interdisait aux enfants bretons de parler breton. Bon. C'est un exemple parmi d'autres. Donc je veux dire, les États, aujourd'hui, sont des geôliers qui font des lois contre nous, ils font des lois liberticides pour empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de premier amendement européen. C'est pas normal qu'on envoie au tribunal les gens parce qu'ils disent telle ou telle chose. Moi, je ne suis pas d'accord avec les obsessionnels des sujets sur la Seconde Guerre mondiale et tout ça. Je pense qu'ils ont faux, qu'ils se trompent et que parfois ils sont malhonnêtes, comment dire, humainement. Mais c'est pas le juge qui doit on doit argumenter politiquement face à eux. C'est pas un juge de dire vous avez le droit de dire ça. Un juge n'a pas à dire ce qu'on a le droit de dire. Ils le font. Il y a des lois qui le prônent. Moi, je ne prône pas ces lois-là. Les Américains sont une démocratie et ils appliquent la liberté d'expression. C'est normal de condamner quelqu'un qui diffame personnellement Monsieur Machin est pédophile, et c'est pas le cas. C'est normal de porter plainte et de pouvoir qu'un juge puisse condamner quelqu'un qui diffame quelqu'un d'autre. Mais il faut arrêter, c'est dire les groupes victimaires. Oui, on est attaqué parce que en tant qu'individu, vous n'êtes pas attaqué, vous n'avez pas matière à rester en justice, c'est tout. Donc le drame d'aujourd'hui, il est là. C'est-à-dire que l'État français est un État qui fait des lois contre nous. La loi Avia, c'est pas l'Union européenne. L'Union européenne fait si. L'Union européenne n'est pas responsable de la loi Avia qui vient d'être votée. C'est pas l'Union européenne qui dit qu'il faut absolument... Au contraire, l'Union européenne est contre cette loi. Comme l'Union européenne était contre Adopi. Le Parlement européen était contre la loi Adopi sur le téléchargement. Il disait que c'était pas normal qu'un juge puisse couper l'accès à Internet à quelqu'un sous prétexte qu'il piratait. Bon, la loi Adopi a été mise en place. Ouais. Mais même dans la même lignée, on peut mettre la loi Guesso. Toutes les lois depuis la loi Pleven de 72. Oui, parce qu'en Allemagne, ils ont fait, et dans d'autres pays, ils ont commencé à faire comme nous. La mauvaise influence française, souvent... oui, très souvent, oui, c'est pareil pour nous, nos questions sociétales. Parfois, on regarde beaucoup, on se dit, oui, bah voilà, elles font des PMA en Espagne ou aux Pays-Bas. C'est un vrai problème de fond. Justement, c'est là que l'Europe n'est pas faite. On n'est pas foutu d'avoir un état civil européen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mariage gay européen, qu'on soit pour ou contre. Ouais. Non, il y a un mariage gay européen version française, qui est un Pax machin, qui à tel endroit c'est tel truc, à tel endroit ils ont le droit d'adopter, à tel ils n'ont pas le droit. Ouais. Après, même pas uniformisé, quoi. Oui, après, rien n'interdit un jour la CEDH de considérer que c'est dans nos droits les plus fondamentaux. Bien sûr, il y a ce travail de terrain, de destruction que ces histoires univers des droits de l'homme essayent de faire en Pologne, etc. Et ils travaillent, les sociétés polonaises, à travers les sociétés hongroises, etc., pour faire avancer sur ces thèmes-là. Il y a des gay pride maintenant qui ont lieu à Budapest, à Varsovie. Alors, je ne dis pas que les gens qui les font, ces gay pride sont manipulés, ils sont certainement sincères dans leur démarche, mais on voit bien qu'il y a effectivement ce travail d'essayer de dire Russie c'est scandaleux, regardez Poutine il est homophobe, etc. Moi je pense qu'il faut que moi je crois que la liberté des gens, je ne suis pas pour qu'on mette des caméras vidéo avec des détecteurs de mouvement dans les chambres pour dire position interdite, il y a les flics qui arrivent dans les 10 secondes. On n'est pas obligé de faire un système totalitaire vers lequel on va d'ailleurs, parce que nos libertés publiques sont de plus en plus gangrénées par la caméra vidéo partout. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, il y a des actes qui ne sont pas forcément des bons actes citoyens. Bon, je dis pas que ça va être arrivé, mais voyez, vous avez, il est 2h du matin, vous avez une grosse envie de toilette. Vous êtes allé à un bar, vous avez bu trop de bière, vous êtes loin de chez vous, les métros il n'y en a pas, etc. Et votre corps humain, il ne tient plus. Bon, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites ce que vous avez à faire dans un coin. Bon, maintenant il y a des caméras partout, et c'est 59 € d'amende. Bon, ou 79 € d'amende. Et maintenant, on n'a plus la liberté d'aller pisser sur un arbre. Voilà, concrètement, il faut qu'il y ait des lois pour nous dire vous n'avez pas le droit de faire ça. Bon, à un moment donné, par contre, si vous venez d'autres continents, vous pouvez vous masturber dans la rue et on ne vous arrêtera pas. Hein. J'ai un exemple que j'avais vu il y a de loin, heureusement, il y a quelques années. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, en plus, il n'y a même pas d'égalité de traitement. On voit toutes les agressions qu'il peut y avoir dans le métro, etc., tous les jours. Et on voit, il ne faut surtout pas regarder les sites F2SO, je ne le regarde jamais, parce qu'on deviendrait fou. On voit les agressions tous les 4 matins. Ouais, ça rend malade. Hein, et le pouvoir politique ne fait rien. Il sait, parce que le gouvernement, il a les statistiques. Ils ont tout. Ils ne font rien. L'islamisation de quartiers entiers, ils ne font rien. En Angleterre aussi. Alors le Brexit, pareil. Il y a des zones où la charia est appliquée quasiment intégralement en Angleterre. Le Brexit, il va changer quoi les Brexités, là, je les appelle les Brexités, là, ils ont tapé sur les pauvres Polonais. Oui, regardez, les Polonais, ils parlent polonais, ils prennent notre emploi. Ok, mais les viols massifs de petites filles britanniques à Rotherham, Tottenham et compagnie, c'était les Polonais, les Bulgares qui les ont fait. Même Tommy Robinson m'a déçu. Il a rejoint le Parti travailliste récemment de Boris Johnson. Il est décevant. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris à qui il avait affaire avec Boris Johnson. Boris Johnson, c'est un assassino qui a réussi. Bon, c'est inquiétant.
Heureusement en France, sinon on ne gagnera jamais. Même enseignant avec Philippot, mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc. Ouais, en plus, voilà. Ensemble, ils font 3%. Non, mais c'est terrifiant. Donc voilà, le pré-projet du Parti des Européens, très clairement, c'est nous ce qu'on veut, c'est rassembler le maximum d'Européens lucides sur une union identitaire et pro-européenne, avoir une grosse, être le premier groupe au Parlement européen, et à partir de ce premier groupe, de ce groupe fort, amalgamer derrière des gens qui vont être sans doute plus ou moins opportunistes. C'est des gens de droite qui pensent comme nous, mais qui, pour des raisons personnelles, ont préféré jouer le consensus mou, et qui, au moment venu, là où ils ont le moment de pouvoir changer les choses, viennent à la victoire. C'est classique, hein. Il y a plein de gens qui viennent toujours à la victoire. Vous avez gagné, et là, le mec, il te dit « Oh oui, j'ai toujours été d'accord avec vous. Depuis l'origine, je vous ai suivi. Vous avez raison dès le départ. Oui, mais vous êtes arrivé un mois après la victoire. » Le mec, on a toujours été d'accord avec vous. Mais on les a jamais vus. On les voit... Et là, on a gagné. Ah, j'ai failli, vous aviez raison, on était là. Et ça, c'est classique. Donc, ils vont venir à la victoire. Et on va les traiter avec bienveillance. Hypocrisie, éventuellement. Bon, voilà. Et là, donc, il y a ces gens de droite et même de gauche qui vont venir à la victoire. Et là, on va passer la cape des 50% des eurodéputés. On a plus de 50%. Donc, en fait, on fait ce qu'on veut. Déjà, on dit non à la Commission par principe. On est majoritaire. On dit non, on vous propose un gouvernement européen provisoire à la place. Et on fait ce que j'appelle une sorte de serment du jeu de paume européen. Ouais. Voilà. Ça, c'est mon côté français, peut-être. C'est l'idée que le Parlement européen, c'est la crainte dont j'ai parlé tout à l'heure, quand je disais que quand ils ont créé les élections européennes en 1979, ils avaient peur que le Parlement européen prenne le pouvoir. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Le Parlement européen, vu le mode de scrutin qui est comme beaucoup plus démocratique, le mode de scrutin aux européennes est beaucoup plus démocratique que le scrutin majoritaire de tout en France. Hein. Ouais. Bon. Vous avez dit seul le Parlement européen qui a réélu à la proportionnelle sera légitime. Voilà. Pour moi, le Parlement européen a cette légitimité, c'est une force. C'est pas parce que les députés européens actuels sont des mous ou des nuls que demain il ne peut pas y avoir des bons députés européens qui font leur devoir. Et donc, on s'autoproclame Assemblée européenne constituante et on dit les États de ce jour-là n'existent plus. Ils sont caducs automatiquement. Ça ne veut pas dire que les gouvernements vont démissionner tout de suite, mais ça veut dire qu'on crée le rapport de force. Et alors, dans votre logique d'un État unitaire, comment se situerait la France? Qu'est-ce que deviendrait le président? Notre président serait un préfet? Alors, il y aurait peut-être ce serait la France? Il y aurait peut-être, alors je ne sais pas si ce serait une ou plusieurs régions d'ailleurs, il y aurait des gouverneurs. Ce qui est sûr, c'est que l'identité française serait renforcée. Et ça, c'est très important de le dire. Parce que quand je parle d'État européen unitaire, ça fait peur à beaucoup de gens, y compris des gens, par exemple, nationalistes français, qui ne sont pas anti-européens, mais qui ont l'idée que l'État français nous protège malgré tout. Et ça leur fait peur parce qu'ils confondent l'État et la nation. Ils se disent, s'il n'y a plus d'État français, notre identité est menacée. Oui, mais notre nation s'est construite énormément par rapport à notre État en France. Alors c'est vrai et faux. La nation précède toujours l'État, même dans le cas français. On a trop tendance à s'imaginer que les Capétiens, la monarchie... Non, il y avait une unité linguistique, il y avait une parenté de départ. Ils n'ont fait que prendre acte de ça. Ils n'ont pas créé ce qui existait déjà. C'est pas l'État qui a créé la France, c'est la France qui a créé son État. Elle l'a créé de telle ou telle manière, mais... comme l'Allemagne, comme l'Italie. Ça, je pense que c'est une erreur justement de penser que la France est une exception. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'État français aujourd'hui nous détruit par la nationalité française qui donne à n'importe qui, par les politiques, donc je disais de liberté publique qui sont freinées, etc. Et on ne peut pas revenir en arrière. C'est-à-dire que si vous restez dans le cadre de l'État français, par exemple, vous ne pouvez pas revenir en arrière à ce qui a été fait. Parce que il y a des notions juridiques fondamentales. Il y a deux notions juridiques qui sont la base du droit. Et je ne sais pas si vous êtes juriste de formation. Un peu. Voilà, mais vous avez deux notions essentielles. Vous avez ce qu'on appelle la continuité juridique. Et vous avez ensuite ce qu'on appelle le principe de non-rétroactivité. Qu'est-ce que veut dire la continuité juridique? Ça veut dire que si on reste dans le cadre français, vous ne pouvez pas enlever la nationalité française à des gens, par exemple. Vous ne pouvez pas dire du jour au lendemain, eh bien ce qu'on vous a fait, on revient en arrière. Oui, je suis d'accord. Alors il y a des régimes qui l'ont tenté. Vichy l'a fait, le Troisième Reich en Allemagne, mais voilà, rien que les exemples que je viens de donner montrent que médiatiquement... c'est pas les références en droit qui sont les mieux accueillies. Voilà, vous pouvez pas, donc c'est illusoire de s'imaginer faire des... briser, et donc rester dans le cadre français, c'est s'interdire de rompre cette continuité. On a besoin de la rompre. On ne peut pas le faire si on reste dans le cadre français. Il faut respecter les formes. Et la non-rétroactivité, on ne peut pas remettre en question, dans le cadre français, la question de la nationalité, par exemple, encore moins sur des critères raciaux ou religieux. Hein. Donc, on est coincé. Le cadre français est verrouillé. Tant par le mode de scrutin, j'en parlais, que par les lois, etc. Donc, on ne peut pas s'en sortir. Si on reste dans le cadre français, comme tous les souverainistes, tous les nationalistes, ils vont tous dire la France d'abord. Vous pouvez dire la France d'abord, vous ne réglerez pas le problème à ce niveau-là. Ce n'est pas au niveau de la France que se règle le problème. Il faut agir ailleurs puisque vous êtes bloqué. Quand vous êtes bloqué, vous avez un mur devant vous, vous faites quoi? Poum, vous tapez la tête tout le temps, jusqu'à ce jour en se disant ouais, au bout de 25 coups de tête dans le mur, il va céder. Ben non, vous regardez autour, il y a un passage là. C'est ça que je propose. Le cadre français, c'est verrouillé, il est pensé contre nous. Pourquoi? Parce que c'est plus jamais ça, c'est tout.
L'Allemagne, la loi fédérale allemande, la loi fondamentale, c'est les Américains qui l'ont créée en 1949 pour empêcher qu'éventuellement un parti révolutionnaire, qui ne serait même pas forcément nazi, puisse arriver au pouvoir. En France, tout a été verrouillé. La Constitution 46, la Constitution 58, tout ça, ça verrouille complètement tout. Tout est verrouillé. Donc l'État français protège, non. L'État français enferme, l'État français détruit, l'État français aliène. Et donc, en conséquence, il faut le détruire. Et si on doit le détruire, on peut le faire que de l'extérieur. Qu'est-ce que l'État européen unitaire? C'est un État nouveau. Il n'existe pas aujourd'hui. Donc, il est vierge juridiquement. Donc, il respecte la continuité juridique, puisqu'en fait, il n'y a rien au départ. C'est la table rase juridique. On redémarre à zéro. Nouvel État, qui n'est pas la continuité des anciens États. Il y a une rupture juridique. Cette rupture juridique rend tout possible. Tout ce qui était impossible en restant en cadre français, en cadre étatique, redevient possible. Y compris le fait qu'on met en place une nationalité qu'on n'aura pas tout le monde. On ne pourra pas sauver la nationalité française, elle est corrompue, elle est foutue. Donc on va la supprimer. Mais pour tout le monde. Moi le premier, la nationalité française disparaît pour tout le monde. Principe d'égalité. Par contre, la nationalité européenne, tout le monde ne l'aura pas. Et ceux qui n'auront pas seront invités à récupérer par droit d'intégration, par réintégration, la nationalité que le droit du sang leur donnera, la nationalité d'héritage. En fait, on casse cette mécanique de fusion artificielle du vivre ensemble mondialiste qui nous a été créée. Donc vous recalquez un petit peu sur ce qu'on avait vu tout à l'heure avec Périclès. Oui, on refonde le droit, on refonde l'Europe. Je crois que c'est ce que vous dites explicitement sur le site internet de Je crois que je le dis plus ou moins, assez nettement. Là, c'est rare que je le dise en vidéo aussi nettement que là, mais vous m'y avez invité d'une certaine manière et je pense que c'était le moment de le dire. Mais vous voyez, je suis sur une ligne quand même très dure. Et d'ailleurs, ma formule personnelle, mon motard, comme on dit, c'est fond radical, forme ciselée. Voilà. Alors, puisque vous avez posé pas mal de questions, je vais vous en poser une. Ouais. Je voudrais savoir quelle est votre réception. Bien sûr, vous avez un besoin peut-être de neutralité par rapport à ça, mais quel est votre ressenti par rapport au discours que je vous tiens, par rapport à ce que vous avez pu entendre par ailleurs, et de la classe politique traditionnelle, ou même des figures de droite nationale, par exemple. Okay. Moi, écoutez, j'ai un peu réfléchi à cette idée. C'est vrai que avant, j'avais une position un petit peu plus eurosceptique. Mais c'était davantage par accident que par principe. C'est-à-dire que l'Union européenne, à chaque fois qu'elle se nomme, elle se supprime en même temps. Il y a des problèmes avec l'euro, sur le plan économique, même sur le plan juridique. Je suis d'accord que tous nos mots ne viennent pas de la France, de l'Union européenne, mais il y en a quand même. La CEDH a un certain poids. Qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Oui, c'est vrai. Non, mais ça va dans le même sens de la construction. Il y a la charte des droits fondamentaux qu'ils ont créée. Dans les faits. Et CJE, bref. Oui. Et après, il y a quand même, sur le point de vue de l'efficacité, c'est là que ça peut pêcher, c'est-à-dire qui va être d'accord avec ce projet. Effectivement, si on se retrouve avec tous les Européens et on se dit, bon, effectivement, on a un projet commun, autant fusionner, on dit, bon, ok, si on est tous d'accord, ok. Mais je pense pas que tout le monde sera d'accord. Qui on appelle tous. On n'aura jamais une unanimité de tout le monde, et c'est pour ça que l'Union européenne n'avance pas. Non, ce qu'il faut être très clair, c'est qu'on aura une forte minorité européenne, qui ne sera pas française, qui ne sera pas allemande, qui sera des Européens de partout. Et de toute façon, au moment où on fera notre stratégie, si on arrive à pouvoir le faire, c'est bien le but qui est le mien, on n'aura pas toute l'Europe dedans, déjà. On n'aura pas la Russie, elle ne fera pas partie de cette stratégie. Il faut que les pays aient des députés européens pour que ça marche. L'Angleterre, à cause du Brexit, ne pourra pas faire partie de l'équation. Certains camarades me disent, oui, mais comme c'était la purgative, le fait qu'elle soit sortie de l'équation, ça peut peut-être nous arranger. Effectivement, il y a peut-être peu de chances qu'on arrive à avoir un nombre d'eurodéputés britanniques important. Donc, voilà, la Russie ne sera pas dans l'équation, l'Ukraine non plus, les pays des Balkans de l'Ouest peut-être, la Serbie peut-être, l'Albanie c'est pas sûr, on fera avec ceux qui sont dedans. C'est pour ça que je suis contre le Frexit, par exemple. Le Frexit, c'est quoi? Le Frexit, d'abord, c'est simplement que l'Union européenne cesse d'exister pour la France. Il n'y a plus de Parlement européen, il n'y a plus de députés. Donc, alors qu'on avait des moyens d'arriver à avoir des députés un peu plus représentatifs, on ferme une porte. Quitter l'Union européenne, ça veut dire fermer la seule porte politique où on arrive à émerger. Le Front National lui-même, qui est une position plutôt eurosceptique, n'a existé que grâce aux élections européennes. C'est bien le score de 11 et quelques pourcents qu'ils ont fait en 1984 aux élections européennes qui a créé le Front National, qui a créé la dynamique. Sans ça, il n'existait pas. Donc c'est un parti qui est anti-européen, même si aujourd'hui il a nuancé son discours, il est plus théoriquement favorable à la sortie, mais il est favorable à l'autodestruction de l'Union européenne. En fait, le Front National aujourd'hui, le Rassemblement National, c'est avant on était pour sortir, maintenant on veut que ça se détruise pour qu'on sorte d'office.
Je crois que vous avez eu une émission à un moment avec Julien Rochdy. Oui. On évoquait ça, justement, qu'il avait senti des divergences assez importantes avec les têtes pensantes, du moins de l'ex-Front National, maintenant Rassemblement National, et qu'il avait senti, au bout d'un moment, le fait de ne pas avoir été écouté, un besoin de s'émanciper du parti. Mais c'est un parti, alors là on parle, ça quitte l'Europe, mais c'est intéressant parce que, après tout, moi je suis là pour dire ce que je pense, et sinon c'est pas intéressant. Je vais vous dire ce que je pense du Rassemblement National. Voilà, donc je vais me faire des ennemis, peut-être des amis aussi. Très concrètement, c'est une famille, c'est un clan familial, c'est la Corée du Nord. Voilà, c'est la Corée du Nord. Je parle de dynastie Le Pen. Voilà, donc concrètement, Jean-Marie Le Pen n'a pas fondé le Front National, on le sait, il a été choisi par les gens d'ordre nouveau des années 70, qui avaient besoin d'une figure de proue. Ils avaient pensé à Dominique Vénère, ils avaient pensé à Pierre Sidos et à d'autres, et ils ont proposé à Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a hésité, et il a accepté. Et ensuite, il y a eu des bagarres internes, il a réussi, et finalement, les gens qui l'avaient appelé ont fait scission, ont créé Faire Front, il y a une première scission déjà, à peine Le Pen arrivé, et Le Pen a vaincu toutes les scissions. Alors, Jean-Marie Le Pen, j'ai rencontré, j'ai mangé avec lui 2 fois chez lui, donc physiquement, personnellement, donc c'est quelqu'un que je connais un petit peu. On peut avoir du respect pour l'homme politique et pour l'homme de culture. C'est quelqu'un qui est humainement parfaitement estimable. Je le dis clairement pour bien qu'on comprenne que je ne suis pas dans une logique de à charge ou de ad hominem. Simplement, Jean-Marie Le Pen, il a les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts, comme tout le monde. Et il avait un de ses défauts principaux, c'est qu'effectivement, il a une logique très familiale. Et il a vu le Front National comme une entreprise, et il voulait un héritier. Jean-Marie Le Pen a toujours eu le regret de ne pas avoir de fils. Il aurait voulu un fils, il a eu 3 filles. Bon. Il a hésité avec sa première fille, à un moment où il a eu des conflits internes. Une fois qu'il n'avait pas de fils aîné, il a fait avec ce qu'il avait. Ouais. Le problème de Jean-Marie Le Pen, c'est que pendant longtemps, il ne voulait pas céder la barre. Et il aurait dû, parce qu'à un moment donné, Bruno Maigret, par exemple, dans les années 97-98, il avait la légitimité du peuple et des militants. Et il aurait dû être le chef du Front National. Jean-Marie Le Pen aurait dû accepter Et je pense qu'il aurait été mieux traité en tant que président d'honneur par Maigret que par sa propre fille. Il fallait accepter. Le Pen a fait ce dérapage de 87 sur le détail de l'histoire. Ouais. Et c'était rédhibitoire. Et à partir de ce truc-là, de toute façon, il empêchait son parti d'arriver au pouvoir. Il avait un seuil de 15, peut-être en cas de crise maximum, il pouvait atteindre 20%, mais il empêchait la victoire. À partir du moment où il était le bloqueur principal de la victoire du parti, il fallait se retirer. Sauf que derrière, il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux personnels, il y avait beaucoup de flatteurs autour de lui. Et à un moment donné, il y avait sa fille, il y avait son gendre, Samuel Maréchal, le père adoptif de Marion Maréchal, et puis d'autres, et ils étaient là à braquer Jean-Marie Le Pen, les méchants maigretistes, ils sont là, etc., ils veulent prendre le pouvoir du parti. Mais ils avaient raison, ils avaient un logiciel, ils avaient une stratégie, Maigret avait gagné Viltrol, etc., il y avait une légitimité. Et Jean-Marie Le Pen a voulu rester jusqu'au bout. À un moment donné, la santé n'a plus suivi, il n'est pas... Oui, voilà, c'est lui qui appelle. Donc voilà, ce que je disais, c'est que Jean-Marie Le Pen, là-dessus, il est parti trop tard, d'une certaine manière, de ses responsabilités de président de parti. Et il voulait que ça reste en famille. Alors il avait pensé effectivement à son aînée, Marie-Caroline, la compagne, l'épouse de Philippe Olivier, un des conseillers de Marine Le Pen. Mais Marie-Caroline avait choisi le camp maigretiste. Donc elle a été répudiée par le patriarche et elle était donc éliminée du jeu. Yann Le Pen, la deuxième, donc la mère de Marion Maréchal Le Pen, de toute façon, elle n'était pas politique du tout. Donc jamais son père l'a mis en équation. Et Marine a été mise en avant d'abord par les médias. Il ne faut jamais oublier une chose, c'est en 2002 que ça s'est joué. Parce qu'en fait, en 2002, au moment de la défaite de Jean-Marie Le Pen au second tour, il n'y avait aucun des grands responsables du Front National, que ce soit Gollnisch, Karl Lang, etc., n'avait voulu aller dans les émissions de télé. Et il n'y avait personne. Et à un moment donné, je crois que c'était Alain Visier, qui est un des conseillers de communication de Jean-Marie Le Pen, qui propose à Marine, mais vas-y toi. Alors Marine hésite et puis elle y va. Et ça passe bien. Une nouvelle personnalité, une femme. On sait que les médias maintenant veulent des femmes en politique, Ségolène Royal, etc. Ouais. Et donc, Marine, c'était entre guillemets la bonne cliente. Et les médias ont favorisé Marine Le Pen à mort. Et ils ont choisi clairement Marine Le Pen contre Gollnisch. Le père a choisi aussi Marine Le Pen contre Gollnisch, était un sparring partner. C'est concrètement, il fallait que Marine ait un adversaire pour donner l'illusion de la démocratie. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien que, par exemple, Marine Le Pen récemment a annoncé sa candidature au présidentiel, 2 ans et demi avant, ce qui est quand même très tôt, alors qu'il y a un congrès en 2021 du parti. Logiquement, elle aurait dû attendre le congrès et être élue au congrès pour être candidate. Ouais. Ça veut dire qu'elle part du principe que le congrès n'est qu'une formalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de démocratie interne.
Toute tête qui dépasse doit être coupée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Philippot, par exemple? Philippot, il n'a pas donné le logiciel souverainiste à Marine Le Pen. Marine Le Pen a un profond mépris de l'idée européenne. Comme par exemple, le mépris du paganisme, où elle expliquait que c'était des gens qui étaient nus dans la forêt. Bon. Ce qui n'est pas exactement quand même le paganisme moderne, aujourd'hui, même s'il y a peut-être des débiles qui font ça. Hein. Voilà. Donc, elle ne connaît pas bien le sujet, mais elle a une profonde europhobie. Elle n'aime pas ça, l'Europe. Elle aime bien les dom-toms. Elle a dom-tom, vous allez voir en train de prendre des petits Africains à Mayotte et compagnie. Alors, vous avez des tonnes de photos, vous cherchez, hein. Pas de souci. Elle a quand même réussi, la veille du débat télé face à Macron, à aller promettre 15 milliards d'euros à l'Afrique au cas où elle serait élue. Alors, ça fait rigoler quand ils disent oui, il y a 9 milliards que la France donne à l'Union européenne. Oui, par contre, 15 milliards à l'Afrique, pas de problème. Bon. Hein. Et ça, c'est factuel, je ne peux rien, vous pouvez trouver l'information. Et donc, dans cette affaire, Marine Le Pen, elle n'aime pas l'Europe, voilà, elle n'aime pas ça. Et donc, Philippot vient avec un logiciel où il dit t'aimes pas l'Europe, moi non plus, et puis moi j'ai un logiciel idéologique qui peut mettre de la musique dans tes paroles, en termes clairs. Philippot est venu parce qu'elle était d'accord avec lui. C'est pas Philippot qui a amené le logiciel souverainiste auprès de Marine Le Pen, elle l'avait avant. Bon, et concrètement, elle n'était pas au niveau, quoi. C'est pas Philippot qui a fait le débat. Je pense que Philippot, avec tous les défauts qu'on peut y trouver, aurait fait un meilleur débat. Je pense que beaucoup de gens auraient fait un meilleur débat. Honnêtement, sincèrement, je pense que j'aurais fait un meilleur débat. Pourquoi? Parce que déjà Macron, il ne faut pas l'attaquer sur son terrain. Macron, il est ministre de l'économie. Évidemment. Il maîtrise malgré tout un peu ces dossiers d'économie. Tu l'attaques sur l'euro, tu l'attaques sur bien en tête, tu mélanges une société de téléphonie et une société de BTP, il y avait des fiches partout, c'était un bordel sur le bureau, devant Macron qui avait tout bien rangé, il avait son petit dossier bien propre, qui n'est pas ouvert d'ailleurs. Elle est partie sur toutes les thématiques, elle n'a pas parlé une seule fois d'immigration, elle n'a pas parlé une seule fois elle n'a pas parlé des thèmes où elle est forte, où elle est supposée forte. Elle est allée sur le terrain de l'adversaire, là où il est fort. Quand tu vas sur le terrain de l'adversaire, là où il est fort, tu te fais ramasser. Et c'est ce qui s'est passé. Après, les partis, ils sont là, ils sont partout, les militants du Front National, ils sont dans le ciel, ils sont sur terre, je ne sais rien. Elle est partie complètement à live, elle était complètement dominée dans le débat, elle ne savait pas quoi faire. Et je crois qu'elle ne s'est même pas rendue compte qu'elle avait foiré. C'est ça le pire. Marion Maréchal Le Pen a tenu 1 heure devant le débat, après elle s'est barrée. C'était insupportable. Et peu de gens, elle a eu la chance, Marine Le Pen, que beaucoup de gens ne regardent pas jusqu'à la fin. Parce que je pense que celui qui se tartine presque 3 heures, comme j'ai fait, il devient fou, quoi. Donc je pense qu'il y en a qui ont dit, elle a fait un mauvais débat, ok, mais ils ont regardé 1 heure. Ils n'ont pas vu l'ampleur du dégât. Alors l'ampleur des dégâts, c'est comme par exemple quand elle est battue au présidentiel, puis qu'on la voit danser sur le dance floor à minuit, 1h du matin, puis c'est filmé, elle danse sur le Zouk Machine ou je sais plus quoi. Même si tu ne crois pas, symboliquement, tu respectes les électeurs. Il y a des gens qui sont en pleurs chez eux, qui croyaient, voilà, et tu les respectes, quoi. Tu ne vas pas te dandiner à 1h du matin sur le dance floor. Tu es humble, tu reconnais ta défaite, tu dis que tu n'as pas été comprise, que machin, qu'on fera mieux la prochaine fois. Et puis tu fermes ta gueule, et puis tu rentres chez toi. Et tu t'amuses pas à aller faire la fête. Mais on a l'impression qu'elle était soulagée, qu'elle ne voulait pas gagner, de toute façon, comme son père. Elle était soulagée. Ah, ça y est, c'est fini, la campagne est finie, attends, champagne, quoi. Non, tu joues le champagne quand tu as gagné. Voilà. Et ça, c'est des choses qui choquent les gens. Mais heureusement, la chance que le Rassemblement national a, c'est que ce que je dis là, c'est parce que moi, je m'intéresse à la politique. Vraiment, beaucoup de Français, y compris ceux qui votent Front National ou Rassemblement National, ne s'intéressent pas à la politique. Ouais. Ce que je dis là, c'est... Alors le problème, ce que je dis là, c'est vrai. Ce que je dis, moi, je prends garantie, ce que j'annonce, ce que je raconte, c'est pas du... Voilà, ça correspond beaucoup au ressenti de beaucoup de gens qui ont fait de l'analyse politique. Donc voilà, le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont dire quoi. Ils vont dire, ouais, mais Ferrier, il dit ça parce qu'il est bileux, il est jaloux, parce que Marine Le Pen, elle fait 20% des voix, puis lui, c'est un groupuscule. Voilà, ils vont désactiver le discours en attaquant l'homme. Donc voilà, et alors qu'en fait, ce que je dis là, c'est une banalité. C'est assez banal ce que j'explique. Je connais bien le dossier, j'ai bien étudié les éléments, mais c'est banal. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, Marine Le Pen? Au lieu d'assumer son échec, c'est Philippot qui a servi de fusible. Si Marine Le Pen a raté son débat, c'est la faute de Philippot. Voilà la conclusion qui a été donnée. Et Philippot a très rapidement compris qu'il avait perdu son aura qu'il avait avant. Et qu'il allait payer le prix de l'échec de Marine, alors même qu'il n'en était pas du tout responsable. Et que c'est pas lui qui lui a dit de parler de l'euro comme elle l'a fait. Où elle s'est mélangée entre l'euro, les cubes, où elle explique qu'on paiera en euros, les entreprises paieront en euros, mais que les Français paieront en francs. Enfin, au secours, quoi. Même Philippot, avec tous les défauts du monde, il a sa vision du monde, et sa vision du monde, à défaut de la défendre, elle est cohérente. Je veux dire, on peut penser que la ligne Philippot-Asselineau dit on quitte l'Union européenne, on quitte l'OTAN, tout ça, c'est débile, c'est une illusion, ça coûtera très cher. Mais au moins c'est cohérent. Macron les aurait écrasés, mais ils auraient été au moins fidèles à ce qu'ils pensaient. Et là, Marine Le Pen, c'était n'importe quoi. Donc elle est obligée d'adoucir son discours sur l'Europe. Donc elle a renoncé au Frexit, elle a renoncé à abandonner l'euro,
contrainte, parce que personnellement, elle voudrait qu'on perde l'euro. Mais voilà, et donc Philippot a été le bouc émissaire, le porteur de la tunique de Nessus. Il fallait qu'il porte les chèques de Marine. Et donc il s'est fait dégager. Alors, c'est lui qui a démissionné. Mais on sait comment ça se passe. On le pousse, on lui fait un chantage qu'il ne peut pas accepter. Il a créé son association avec l'accord de Marine Le Pen qui s'appelait les Patriotes, donc il l'avait fait de manière transparente. Et le jour au lendemain, Marine Le Pen dit attends mon coco, tu as le choix entre les Patriotes et le Rassemblement National. Donc, ou bien tu mets fin aux Patriotes, ou bien tu quittes le front. Bon, à partir du moment où on lui fait un chantage comme ça, alors, au final, Philippot, il s'est complètement effondré parce qu'il ne pesait rien. Et c'était difficile de faire amende honorable. Il aurait pu le faire. Au final, peut-être qu'il aurait dû, vu sa réussite actuelle très faible. Peut-être qu'il aurait dû se dire, je mets mon honneur dans ma poche, tant pis. Voilà. Mais bon, c'était pour le virer. Elle savait qu'il allait réagir comme ça. Donc elle a provoqué Philippot pour que ça ne soit pas à lui qui soit viré, pour que ce soit lui qui parte de lui-même avec quelques personnes. Et voilà, vous voyez comment ça se passe. Le drame aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen va faire élire Macron en 2022 si elle est au deuxième tour. Et si Macron est au deuxième tour. Après, on peut imaginer que Ségolène Royal se retrouve au deuxième tour face à Marine Le Pen. On aura Ségolène Royal présidente. Les pingouins sont peut-être soulagés, mais je suis pas sûr qu'on sera gagnant. Parce qu'entre Macron et Ségolène Royal, honnêtement, je suis pas sûr du pire. Très sincèrement, de toute façon, chaque président est pire que le précédent. Ouais. Hollande, c'était quand même gratiné, on s'est dit on ne verra pas pire. Macron, il y a des choses hallucinantes. Cette photo qui a été prise, je ne l'explique même pas, je ne sais plus si c'est à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin. Je crois que c'est à Saint-Martin. Saint-Martin, où il est avec deux afro-caribéens, antillais, torse nu, dont un va faire un doigt d'honneur. On ne voit pas dans une des photos, mais on voit dans une autre photo. Et donc des délinquants, puisqu'ils sortent de prison, et puis je crois qu'il vont y retourner après. Et je ne comprends pas qu'un président de la République se trouve dans cette situation-là, indépendamment de ce qu'on peut penser de Macron, de peut-être ses goûts personnels et autres, qu'on imagine deviner par rapport à la photo. Mais ça, je n'en sais absolument rien. Mais en tout cas, on se pose la question. Je veux dire. Le regard. Moi, naturellement, j'irai pas. Moi, naturellement, vous me verriez pas. On sent un peu Macron d'ailleurs paniqué. Mais comment il peut se retrouver dans cette situation-là ? Je ne comprends même pas qu'on puisse faire cette erreur. Indépendamment de tout ce qui peut être, comment il peut faire cette erreur ? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi ce qui serait d'une certaine façon l'héritage de Hollande, une disgrâce présidentielle, une perte de prestige liée à la fonction. Oui, alors justement, ça revient à ce que disait sur l'État européen. On imagine que l'État français et les institutions françaises sont respectées par les Français. Mais dans tous les sondages qui sont faits, même l'Union européenne est plus estimée en réalité que les institutions françaises en France. Elle n'est pas haute, l'Union européenne. C'est pas 70% de soutien. Mais les institutions nationales, la confiance envers le Parlement français, elle est nulle en France aujourd'hui. C'est nul. Envers la présidence de la République, ils sont tous impopulaires. Ils deviennent impopulaires à la vitesse de la lumière maintenant. À un moment donné, il fallait 3 ou 4 ans pour être impopulaire. Maintenant, au bout de 6 mois, il est déjà impopulaire. Les institutions françaises n'ont plus tout le respect des Français. Donc, d'une certaine manière, on dit oui, on ne peut pas tuer l'État français, mais il est déjà mort. Les gens n'en veulent pas. Les gens, ils voient l'État français comme un État qui leur impose de l'immigration, qui leur impose des impôts pour payer, acheter un PCV en banlieue, etc. C'est ça qui est terrible. L'État allemand est le fossoyeur de l'Allemagne. L'État français est le fossoyeur de la France. Donc pourquoi veut-on défendre à tout prix des États qui nous détruisent ? L'État européen unitaire tel que je conçois, c'est clairement un État salvateur. C'est un État qui a un seul but, sauver la civilisation européenne, défendre les Européens indigènes sur leur terre. Et que demain, l'Europe soit encore européenne. C'est un projet extrêmement ambitieux. Je pense que je ne suis pas le seul à le penser, y compris des gens qui sont souverainistes d'ailleurs. Mais je pense qu'ils n'ont pas vu l'état de la situation. Ils ne mettent pas le remède à la hauteur du péril. C'est face à un tsunami, face à une vague, on ne commence pas à faire des murets d'un mètre de haut. Si on a une vague qui arrive et qu'on a le temps, on fait une citadelle, on fait une muraille. Le LPE, que le Parti européen propose, de créer la muraille européenne et pas des murets nationaux. Voilà, il faut l'Europe forteresse. Le mot, évidemment, fait peur, parce que Europe forteresse, on peut ça, Europa Festung, un thème de la propagande d'Asie, avec le mur de l'Atlantique, etc. Il ne s'agit pas, évidemment, de s'arranger sur les choses, mais il s'agit de défendre l'Europe. Il faut... Je vais donner un exemple, les gens, par exemple, sur la question des migrants. Les gens, sur la question des migrants, ils sont partagés entre la volonté comme se défendre et puis l'humanité, de dire c'est des malheureux, s'ils viennent chez nous, c'est parce qu'ils veulent trouver un Eldorado, on ne peut pas les laisser mourir et nourrir les requins, même si les requins d'ailleurs ne les mangent pas, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, concrètement, mais d'abord ils viennent parce qu'ils peuvent venir. Ils viennent parce qu'on les invite à venir. Nos gouvernements les invitent à venir. Si les mecs ils savaient qu'ils n'avaient droit à rien, mais ils ne viendraient pas parce qu'en passant c'est cher. On me dit oui mais c'est parce qu'ils crèvent de faim. Non, celui qui crève de faim d'Afrique ne vient pas en Europe. Celui qui crève de faim d'Afrique crève de faim.
il n'a pas l'argent pour payer un passeur. Ouais, c'est environ 5 000 €. Voilà. Et celui qui commence à être un peu plus riche en Afrique, c'est lui qui va partir. Oui, donc en fait, c'est leur classe moyenne très souvent. Voilà. Et qui prennent le risque d'aller en Europe avec les trucs. En fait, la plupart des Africains qui viennent en France ne viennent pas par les bateaux clandestins. Ils viennent par un titre de séjour que l'État français donne largement. Et après, une fois qu'ils sont en France, arrivés, ils repartent pas. C'est souvent ça. En Italie ou ailleurs, c'est peut-être des migrants qui viennent de Somalie, etc. Voilà. Mais en France, la plupart des Africains qui sont en France sont rentrés légalement et sont devenus illégaux parce qu'après, le titre de séjour expiré, ils ne sont pas repartis. Ouais. Et là, tous les arguments sont bons pour rester. Je suis malade, une maladie qu'on ne peut pas soigner dans mon pays. Je suis homosexuel, même si j'ai 4 femmes et 8 enfants, mais je suis homosexuel, donc je risque d'être victime dans mon pays de répression. Même au niveau il y a aussi pas mal de fraudes sur les mineurs puisqu'ils se... il suffit qu'un enfant naisse en France. Aujourd'hui, il n'y a plus la seule possibilité pour déterminer l'âge d'une personne, c'est une radiographie. Voilà. Mais même si on sait l'âge du gamin, on ne peut pas le renvoyer. Un gamin de 13 ans qui se retrouve en France seul, sans famille, sans rien, même si on sait qu'il a 13 ans, même si on peut prouver, on ne peut pas le renvoyer. On n'ose même pas lui demander d'où il vient. Et après, et bizarrement, la famille arrive. Alors, on ne sait pas qui il est, et 2 ans après, tu as la famille qui l'a. Il dit, c'est mon fils. Ou la femme enceinte qui débarque et qui arrive enceinte et puis l'enfant est né en France. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais tous les arguments sont bons. Ils attaquent systématiquement. Il y a des associations derrière qui vont attaquer systématiquement les reconductions à la frontière. Systématiquement, il y a une décision d'un préfet de reconduire à la frontière. Il y a 1 tribunal administratif et 2 cours administratives d'appel. Et entre-temps, ça lui fait 3 ans de procédure. C'est avec nos impôts, évidemment, les procédures. Et qu'est-ce que ça se passe? Ah oui, mais il a eu un enfant tout le temps. Ah oui, mais ça. Ah oui, mais si. Ah ben oui, mais c'est marié avec une Française. Et hop, au moment où on pourrait leur dire, on va te virer. Ah non, mais maintenant, il y a 3 ans, vous pouviez me virer, mais j'ai attaqué la décision. Maintenant, vous pouvez plus me virer. Parce que ma situation a changé. Et c'est comme ça systématiquement. Les mecs qui se fait virer de France, c'est qui? Ou bien c'est des mecs dans des zones où on ne respecte pas trop la loi, c'est la Guyane, Mayotte et compagnie, où on fait du chiffre artificiel en virant des mecs du même pays, d'ailleurs, le mec qui passe la frontière, on renvoie au Brésil, etc. Ouais. Donc soit on fait du chiffre avec des mecs loin, soit on fait du chiffre avec une étudiante russe qui rate son dog. Alors là, elle est virée. Combien d'étudiants russes et d'étudiants russes ont été renvoyés dans leur pays pour faire du chiffre, alors pour des raisons de diplôme? Attends, la nana, elle rentre en France, elle rate son dog, on la vire. Pendant que l'autre, il vient faire le bordel dans le métro, et mais lui, vous voyez, c'est dramatique, un truc comme ça. On est à peu près à 2 heures de... vous ferez des petites coupes comme ça, c'est pas... Probablement des petites coupes. Oui. On en a évoqué beaucoup de thèmes différents. On est très loin. Dernière question. Peut-être éventuellement quelques questions d'actualité, par exemple le camp souvent national. Oui. Aime bien tous les acteurs de ce qui participe à la vague populiste. Parmi ces acteurs, il y a Boris Johnson. Il y a beaucoup de nationaux un peu comme nous qui aiment bien Boris Johnson parce que très souvent on estime que Boris Johnson il a un Brexit identitaire, anti-mondialiste, anti-immigration. Oui. Vous estimez à l'inverse que le Brexit de Boris Johnson est pro-mondialiste, pro-immigration, etc. Est-ce que vous pourriez un peu étayer cette vision? Tout à fait. Alors au départ, il faut voir à qui on a affaire avec Boris Johnson. C'est un homme du sérail. D'ailleurs, toute sa famille était contre le Brexit, sauf lui. Donc il a choisi d'être pour le Brexit pour des raisons d'opportunisme. Il s'est dit qu'il a senti, il faut lui reconnaître ce mérite, il a, un peu comme Trump et d'autres, il a parfois de l'instinct politique, il a senti que le Brexit pouvait gagner. Alors que tous les sondages disaient que le Brexit ne passerait pas, lui a senti que ça allait passer. Et donc, il a joué cette carte, et il a participé de cette victoire. Et en conséquence, à partir de là, les portes du pouvoir commençaient à pouvoir s'ouvrir, puisque c'est toujours bien d'avoir été dans le camp des vainqueurs. Bon, le problème de Boris Johnson, c'est que d'abord, il avait proposé de régulariser massivement 500 000 clandestins installés depuis 5 ans au Royaume-Uni, que le parti des travaillistes, il a quand même mis des ministres, le ministre de l'Intérieur aujourd'hui est d'origine pakistanaise. Il y a une diversité très présente dans le gouvernement de Johnson aujourd'hui, c'est par hasard. Déjà dans le parti conservateur des Tories, il y avait cette dérive-là. Donc déjà, il y a un côté
Il peut y avoir un côté dédiabolisant aussi, parce que avant. Mais je pense pas que Johnson, qui, en tant que maire de Londres, parfois s'est retrouvé avec la culotte qui tenait pas sur son pantalon, soit très inquiet de la dédiabolisation. Au contraire, il a joué d'un côté provoque, un côté grande gueule, un côté populiste, justement. Mais le populisme n'est pas un gage de sainteté. C'est pas parce qu'on joue peuple qu'on est sincère. Le problème, c'est que je sais que pour moi, beaucoup d'électeurs britanniques, ont voté sincèrement pour le Brexit en pensant envoyer un signal anti-mondialiste. Oui, c'était un référendum identitaire. Voilà. Et l'exemple, c'est que Sadiq Khan, le maire de Londres, travailliste, était pour l'Union européenne. Donc, on ne peut pas dire, ah oui, si vous êtes pour... C'est ça qui est compliqué. Celui qui était pour l'Union européenne en Angleterre n'est pas forcément quelqu'un de bien non plus. Bah oui, mais le problème, il est là. Nous, là, aux dernières européennes, celui qui avait le programme le plus proche du vôtre par rapport à l'européanisation de tout, c'était Benoît Hamon. Il proposait même une nationalité européenne. Le plus proche, c'était plutôt le candidat de l'UDI qui avait appelé la liste les Européens, quand même. Hamon avait mis quelques éléments, mais dévoyés. Il y avait une nationalité européenne, mais pour donner à toute l'immigration. Donc c'est pas la même chose. Oui. Et non, je pense que le parti de la garde, les Européens, avec tout le côté mondialiste qu'il y a avec, je veux dire, officiellement, en tout cas, ils avaient l'air pro-européens. Dans LR aussi, il y a des gens à droite qui entendent mon discours quand même. Mais ils ne vont pas l'assumer sur la dimension identitaire. Ils vont être mal à l'aise. Voilà. Mais pour Boris Johnson, pour revenir au sujet clair, non, Boris Johnson, sa politique est clairement mondialiste. C'est clairement défavoriser les Polonais et les Bulgares en favorisant les Pakistanais, les Antillais, etc. C'est clair. De toute façon, c'est logique. Qui tourne le dos à l'Europe, forcément ouvre à de la diversité. Et c'est le cas d'Asselineau. Vous trouvez chez Asselineau, à l'UPR, vous avez beaucoup de gens issus de la diversité. Vous avez beaucoup de gens d'Afrique et de ça qui disent Asselineau est génial. Parce que l'europhobie, ça, un mec qui est marocain, algérien, tunisien, malien, congolais ou souvent en France, l'Europe ça lui parle pas et c'est bien normal. Et là un mec qui leur dit mais nous on va vous défendre. En fait ce que dit Asselineau c'est quoi? C'est toi marocain, français ou même pas français d'ailleurs, toi algérien, toi tu es plus important que l'allemand. C'est quoi un letton, c'est quoi un lituanien mais toi tu comptes. On est plus proche des Sénégalais, voilà. C'est ça le discours. Et Johnson ne va pas aussi loin, parce que d'abord, il ne fait pas 1% des voix, donc il est obligé d'être un peu plus rassembleur. Mais le drame du Royaume-Uni, c'est qu'ils avaient un parti comme le Front National, mais plus identitaire, qui s'appelle le British National Party. Et le British National Party avait fait 6% des voix aux élections européennes de 2004 ou un truc comme ça. Le drame de l'Angleterre, c'est qu'il y a ce que j'appelle le nationalisme fake, civique, UKIP. Nigel Farage a fait énormément de mal. Parce que Nigel Farage, c'est pas un nationaliste blanc britannique, c'est pas un héritier des partis nationalistes britanniques, qui n'ont jamais été tellement anti-européens que ça d'ailleurs. C'est l'héritier de ce sorte de souverainisme anti-européen. On est plus proche des Américains, etc. Donc le drame aujourd'hui il est là, c'est que les communautés indo-pakistanaises, il y a des hindous, il y a des musulmans, il y a tout ce qu'on veut, il y a les Antillais, il y a les Égyptiens, les Didi avaient failli se marier avec un notable égyptien bien connu, Al-Fayed, la Dodi Al-Fayed. Bon, après son fils. Voilà. Donc, il y a dans cette élite britannique un côté cosmopolite extrêmement insupportable, chez les travaillistes comme chez les conservateurs. Et d'ailleurs, le British National Party avait eu des emmerdes parce qu'ils avaient une règle dans leur constitution, dans leurs règles, qui disait que seul un blanc ou un celte, seul un blanc pouvait être adhérent du BNP. Ils ont été attaqués au tribunal et ils ont été obligés d'enlever cette loi sous menace de suspension du parti parce que c'était considéré comme discriminatoire. On voit bien qu'il y a deux nationalismes. Et c'est vrai en France, il y a ce qu'on appelle le nationalisme ethnique ou ethno-nationaliste qui peut être un nationalisme français ethnique, mais à mon avis aujourd'hui ce ne serait pas cohérent parce que un nationalisme français ethnique ça veut dire que les Italiens, les Arméniens, les Espagnols, les Polonais qui sont en France, il faudrait les faire partir. C'est ça un vrai nationalisme ethnique français. Donc en fait il y a très peu de vrais nationalistes ethniques français. Même ceux qui se veulent là, on accepte déjà les autres Européens. Donc déjà, ils ne sont pas cohérents. Déjà, ils reconnaissent qu'il y a les Européens et ceux qui ne sont pas Européens. Et si le clivage est ça, Européens contre non-Européens, ou séparer simplement les non-Européens, pas forcément contre, mais les Européens d'un côté et les non-Européens de l'autre, alors si ce clivage est là, c'est un nationalisme européen de fait. Donc un nationalisme français ethnique, ça n'existe quasiment plus. Mais au moins, il y a le nationalisme civique, qui n'est pas un vrai nationalisme, mais qui est l'idée que une fois... est français celui qui a la nationalité française. Voilà. Et cette définition-là, qui est juridique, est actuellement admise par tous les partis politiques que je connaisse. Ça va de Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen. Tout le monde considère effectivement qu'est français celui qui a la nationalité française, quel que soit. Et c'est la Constitution, c'est l'article 1 de la Constitution française, quelle que soit son origine, et apparemment son genre, etc. On est français. Et ça, c'est une déformation de la thèse de Renan,
dont on parlait tout à l'heure. C'est une lecture mondialiste et une manipulation mondialiste des thèses de Renan, où expliquer, voilà, c'est un vivre ensemble, on a envie d'être ensemble. Alors ce qui est assez ironique, c'est que ces populations donc, avec lesquelles il faut faire vivre ensemble n'ont absolument aucune intention de faire ce vivre ensemble. Ils veulent rester eux-mêmes. Il y a 30, 40, 50 ans, un Maghrébin qui vient en France, il essaie d'apprendre le français, et il faisait changer son prénom, etc. Il essaie de s'adapter. C'était peut-être illusoire, c'était peut-être hypocrite, mais il y avait cette démarche, comment dire, de se fondre. C'est le cas d'Éric Zemmour. Éric Zemmour est plus français que les Français, quoi. Éric Zemmour, on l'entend, il dit « Moi, je choisis la France contre l'Algérie, je choisis la France contre, finalement, ce que je suis, d'une certaine manière. » Il va au bout de cette équation-là. C'est rare, c'est le seul, d'ailleurs, à ma connaissance. Il va beaucoup plus loin que Messia ou Kouchik ou d'autres. Et donc, il y a ce nationalisme civique qui est une gangrène, qui détruit la France et détruit l'Europe, et auquel il faut renoncer. Puisqu'on ne peut pas faire un nationalisme ethnique anti-européen, parce que ça serait chasser des millions d'Européens de France qui sont des gens qu'on considère comme les nôtres. Hein. Je pense que, je ne vais pas prendre l'exemple Benedetti et tous les gens qui sont, ou Vauquelin, tous les gens qui sont sur une liste nationaliste française, en fait, acceptent complètement tous les autres Européens de France. Donc, le problème là-dessus, c'est qu'il faut assumer cette idée. Puisque le nationalisme français n'est plus possible aujourd'hui ethnique, il faut faire du nationalisme européen ethnique, parce que le nationalisme européen est naturellement ethnique. Parce que s'il n'y a rien qui est commun entre Européens, si n'importe qui peut être Européen, il n'y a plus d'Europe. L'Europe, quand vous dites le mot européen, quand vous dites, je sais pas, le mot français, vous pouvez dire de l'équipe de France de football qu'elle est française, quelle que soit l'origine des joueurs. Mais vous ne direz pas que l'équipe de France est européenne. Si vous dites ça, on se fout de votre gueule. Pourtant, la France est en Europe, mais tout le monde rigolerait. Si vous dites le mot européen, vous portez un message identitaire que le mot français ne porte pas. Même ceux issus de la diversité qui veulent essayer de jouer le côté européen vont dire on est afro-européen. Et déjà dire on est afro-européen, c'est-à-dire qu'on n'est pas européen. Ils disent eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas. En fait, quelqu'un d'origine africaine, parfaitement respectable par ailleurs, ne pourra jamais se sentir européen et se dire européen. C'est bien la preuve que c'est bien au niveau européen que tout se joue au niveau de l'identité, et que ceux qui, comme Marine Le Pen et les autres, veulent absolument se cantonner au cadre national pour le côté identitaire, n'ont pas compris l'enjeu. Donc maintenant, aujourd'hui, et là je vais faire un peu de la gravité, pour finir un petit peu, parce que pour vous remercier un peu de votre invitation, j'ai envie de donner un peu de gravité pour que l'émission marche bien, et puis que ça soit agréable à écouter, malgré le temps long, donc il faut peut-être faire des coupes d'ailleurs, on verra. Bon, très clairement, aujourd'hui, l'enjeu, là je vais faire politicien, que je suis, l'enjeu c'est que la civilisation européenne n'a jamais été menacée dans son histoire comme aujourd'hui. Les taux de natalité des différents pays d'Europe, Russie inclus, sont catastrophiques, les flux migratoires sont intenses et de plus en plus nombreux, la société européenne accepte les religions des autres tout en ne défendant pas la sienne, etc. Donc on est dans une situation catastrophique, et à terme, on connaît les résultats. La civilisation sumérienne, la civilisation égyptienne, de nombreuses civilisations se sont éteintes. Elles se sont éteintes parce qu'elles ne faisaient plus d'enfants, elles se sont éteintes parce qu'elles étaient remplacées par d'autres, qui n'assumaient pas l'héritage de cette civilisation, puisque ce n'était pas la leur. Donc le problème aujourd'hui, c'est que l'Europe occidentale aux alentours de 2050 risque de ne plus être la majorité européenne, et aux alentours de 2100, les Européens seront minoritaires partout, y compris en Russie, et probablement 10 à 20% de la population. Et je ne parle pas de la question de l'âge, puisque le tout n'est pas seulement le pourcentage, mais l'âge moyen. L'âge moyen des Européens, qui seront déjà très peu nombreux, sera très vieux. Donc je plains nos enfants ou nos petits-enfants, qui, si ça reste comme ça, vont avoir un avenir abominable, que je ne peux même pas décrire, où les Européens eux-mêmes ne sont non seulement plus maîtres de leur destin, plus maîtres de leur avenir, plus maîtres de leur terre, ils ne seront plus rien. C'est-à-dire que l'Afrique aura 2 continents, et l'Europe n'en aura plus. Nos Européens n'auront plus de terre. Donc ça, c'est vers quoi on va. Le métissage ne fait qu'augmenter la population africaine d'une certaine manière, parce que finalement ça revient à ça. Comme les Blancs en Amérique du Nord mettaient envoyaient de l'alcool, des fusils et des draps avec des virus pour tuer les Amérindiens. C'était les différentes méthodes. Et les méthodes aujourd'hui sont plus souples, plus subtiles, plus malignes, avec la propagande. Parce que les chefs Sioux et les chefs Comanches, ils disaient pas il faut accepter les Européens, il faut changer de loi pour les accepter. Ils se battaient, ils ont perdu. Mais nous, nos dirigeants nous disent cédez, nos dirigeants nous disent c'est fini. Ceux qui sont censés nous défendre, nous incarner, etc., ont renoncé. Et pire, ils sont nos pires ennemis. Puisqu'en fait, aujourd'hui, l'ennemi, pour eux, c'est pas l'autre qui vient d'ailleurs, c'est celui qui veut se défendre. L'ennemi du gouvernement, des gouvernements, on voit avec les lois dont je parlais, ce sont les Européens qui ne veulent pas se vivre ensemble. L'Européen qui est contre l'immigration, contre l'islamisation, contre tout ça, c'est lui l'ennemi qui est ciblé. Alors évidemment, s'il est con et qu'il tient des propos antisémites, racistes, bêtes, négationnistes, toutes les conneries qu'on peut imaginer, il crée lui-même sa propre tombe. Mais malheureusement aujourd'hui, et de plus en plus on verra ça, quelqu'un qui tient un discours propre peut prendre des risques juridiques. Et risques juridiques, c'est quoi derrière? Parce qu'il faut parler aux gens qui comprennent ce que c'est derrière. Derrière, c'est perdre son emploi.
Donc c'est éventuellement, en conséquence, perdre sa famille, divorce, etc. C'est tout ça d'ailleurs. C'est-à-dire que, comme je dis, il y a des gens qui créent leur propre tombeau et qui sont responsables des conneries. Ils savent qu'il y a des règles du jeu, on peut être contre ou pour ces lois, elles existent. Donc tant qu'elles existent, il faut les respecter. Maintenant, il ne faut pas que les lois nous empêchent de dire quoi que ce soit. Là, ce que j'ai essayé de faire avec vous, je pense qu'il n'y a rien juridiquement dangereux. Mais je ne suis même pas sûr. Parce qu'après tout, je ne suis pas le meilleur juge. Et c'est ça le drame de notre société. Et puis le juge fait un petit peu ce qu'il veut aussi. Oui, parce qu'en plus en France, on ne juge pas le fait, on juge l'intention. Vous avez fait ça, mais parce que vous aviez l'intention d'eux. C'est plus l'acte qui compte lui-même, c'est l'intention derrière. Je veux dire, l'affaire Méric, c'est extraordinaire cette affaire Méric. Moi, évidemment, je souhaite la mort de personne. Mais Clément Méric, c'est donc un gauchiste de bon niveau, hein, bonne bourgeoisie, qui agresse des gens qui qualifient, à tort ou raison, de fascistes. Et qui veut physiquement les agresser, puisqu'il dit à un moment donné, à propos des gens qui va attaquer, ces gens ne méritent pas de vivre. Il le dit ça. Ces jeunes, skinheads ou autres, je ne sais pas, sont harcelés, alors qu'il faut lui faire des courses dans un magasin. Bon, ils achètent les mêmes marques, parce qu'effectivement, le Redskin, le gauchiste et le nazi, entre guillemets, achètent du Fred Perry ou du Lonsdale ou compagnie. Ouais. Voilà. Et les mecs, ils cherchent même pas la bagarre. Le vigile, qui est un Africain, qui est un arabe, les défend même en leur conseillant de sortir à un moment, etc. Il a témoigné du vigile d'ailleurs. Et ils prennent de la prison ferme lourde. Esteban, Morillo, enfin tous ces gens-là, ils prennent lourd. Alors évidemment, ce qu'ils ont fait, ils auraient dû fuir, d'accord, ils se sont défendus, et puis une crevette s'est fait taper. Et puis la crevette, elle sortait de leucémie, elle sortait de machin, elle est mal tombée. C'est dramatique pour la famille, c'est un drame, c'est un mort, c'est un Européen de moins, hein. Il ne pouvait pas avoir mes idées, mais c'est quand même un Européen qui est mort. Eh bien, il n'est pas de mourir, c'est sûr, mais il faut regarder les choses. Moi, j'en ai marre de cette impunité de l'extrême gauche. L'extrême gauche, non seulement elle met en danger les libertés publiques et la démocratie parce qu'elle empêche les gens de s'exprimer, mais elle met en danger ses propres, troupes, parce que ce jeune, s'il n'avait pas été excité par ses copains gauchistes à faire n'importe quoi, il serait toujours vivant. C'est bien parce que derrière, on l'encourage à faire n'importe quoi, à dire c'est les fascistes et les nazis, on a le droit de faire ce qu'on veut, mais il faut arrêter cette impunité de l'extrême gauche. Je veux dire, c'est pas normal. Moi, par exemple, ça m'est jamais arrivé, parce que certes, j'ai un discours policé, puis je fais pas de meeting partout, etc. Et qu'on laisse les gens s'exprimer, ils ont le droit d'être gauchistes, et moi je considère que les gens ont le droit d'être ce qu'ils sont, puis qu'ils laissent les autres qui ne le sont pas s'exprimer librement, ils n'ont pas à faire des manifs. Et on ne devrait pas autoriser des manifs anti, par exemple. On ne doit pas faire des manifs qui ont comme but d'empêcher la liberté publique de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils ont fait avec Zemmour, les pétitions contre Zemmour, c'est ce truc-là, de cette organisation, je ne sais pas si ça vous parle, des publicitaires là, qui reçoivent du chantage d'une association, d'une organisation. Sleeping Giants. Sleeping Giants qui leur dit si vous vous rendez compte, c'est scandaleux, vous faites des publicités en valeurs actuelles, vous dans l'émission de Zemmour, c'est scandaleux. D'ailleurs, eux, ils sont contrés parce qu'il y a une nouvelle association qui s'est créée en réaction, qui s'appelle Watching Giants, qui justement va voir les marques qui se font épingler par Sleeping Giants, alors en disant, attention, il y a aussi des patriotes qui vous regardent, il n'y a pas que des gauchistes qui vous accusent. Malheureusement, cette organisation est une très bonne idée, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas, le drame est là. Valeurs Actuelles a publié d'ailleurs les marques qui se sont, désolidarisées du journal, qui ont enlevé leur pub. Mais le rapport de force, c'est pas le même. Évidemment, sur le papier, c'est le même travail, sauf que derrière, les marques, elles cèdent aux gauchistes, mais elles ne cèdent pas aux patriotes. Est-ce qu'il y a une seule des marques, actuellement, je ne crois pas, qui soit revenue en arrière? Et regardez le slip français. Il y en a. Mais regardez le slip français. Le slip français. On peut dire qu'ils sont déculottés. C'est assez drôle d'ailleurs. Le slip français, c'est déculotté. Je sais pas, lamentable. Ok, il y a deux chez eux, hein, dans leur vie personnelle, privée. Ouais. Il faut faire gaffe à ce qu'on filme d'ailleurs. Hein. Oui, je ne dis pas ça pour vous, mais voilà. Et vous vous rendez compte? Comment dire? Ils se déguisent en noir, quoi. Ils font un peu des provocations. Mais ils sont quand même dans un environnement privé. Hein, ils sont chez eux, etc. Mais il ne faut pas se filmer. C'est balancé. Bon. Les cas en question étaient licenciés. Ils ont perdu leur métier, ils ont perdu leur emploi. Donc ils sont au chômage. Avec peut-être une étiquette sur le dos. Mais regardez la petite jeune, là. Comment elle s'appelle? Mila. Moi, je ne partage pas forcément les choses sociétales. Ouais, elle, en plus, tout le monde connaît sa gueule. Voilà, c'est dramatique pour elle. Parce que d'une part, elle ne peut plus aller au lycée. Il y a des mecs. 16 ans. Oui, puis il y a des mecs de son propre lycée qui l'ont menacé, hein, tabassé et autres. Donc déjà, c'est gravissime. En plus, même pour elle, pour sa famille aussi. Hein, parce que le nom a été balancé, enfin tout a été balancé, le dossier complet a été balancé. L'adresse et tout. Voilà. Et cette nana, je ne dis pas que sa vie est foutue, je ne le souhaite pas. Et puis, il y a moyen souvent de rebondir. Enfin là, pendant 1 ou 2 ans, c'est chaud, quoi.
C'est des mecs qui peuvent vouloir faire un exemple. Il y a les mecs des banlieues, tout ça, les islamistes et tout ça, ils peuvent faire un exemple. Parce que si elle lui arrive quelque chose, par exemple, n'importe quoi, ce qu'on ne souhaite évidemment pas, ça peut être donné, regardez, nous, si vous nous traitez mal, hein, si la communauté elle est attaquée, on se venge. Donc le drame, il est là. C'est-à-dire que maintenant, si elle a eu tort, hein, sur le principe, je vais dire pourquoi elle a eu tort. Elle a le droit d'avoir les idées qu'elle veut sur l'islam, j'ai aucun problème avec ça. Le fait est que elle a été draguée lourdement par des musulmans ou des machins. Elle avait marre, elle a voulu légitimement les envoyer bouler, hein, et elle s'est énervée. Elle s'est énervée, puis légitimement, elle avait ras-le-bol, elle s'est énervée. Elle a dit un peu ce qu'elle pensait sur l'islam. Ouais. Sauf qu'elle a fait sur une vidéo, elle l'a publiée, etc. Ça, si vous faites ça, vous êtes foutus, hein, je veux dire, clairement. Après, elle a le droit de le faire, mais... Ce que les gens ont tendance à un peu écarter, c'est quand même... Elle a 16 ans, elle a peut-être pas nécessairement le recul des actes, des décisions, des propos qu'elle tient surtout. La leçon, elle l'a. Hein. Ça, maintenant, c'est certain. La leçon, elle l'a. Non, c'est dramatique pour elle, tout ça. Alors après, moi, je suis méfiant aussi. Par exemple, je sais que c'est quelqu'un que je n'aime pas spécialement parce qu'elle m'a bloqué sur Twitter. Une de plus, c'est Madame Solveig Mineo, hein, qui gère le site Délicat ou quelque chose comme ça. Donc c'est une féministe de droite. Voilà. Bon, voilà. On a eu des bagarres. Alors, apparemment, je suis trop modéré avec les cathos, visiblement ça lui a pas plu. Elle déteste les cathos. Voilà, et moi qui pourtant suis païen, voilà, bon, passons. Et donc, elle a mis en exergue cette affaire. Je ne sais pas si elle a bien fait, parce que j'ai peur que c'est mis encore plus l'affaire sur la place publique, et je ne sais pas si c'était vraiment la bonne idée. Oh, après c'est ça quand même, parce que ouais. Après il y avait... ça se discute, hein, Oui, mais parce que après il y avait des gens qui sont beaucoup plus acceptables dans le débat public, qui ont justement critiqué l'inaction de la gauche. Je pense aux personnalités comme Raphaël Enthoven, par exemple, qui vont aller critiquer les journaux de gauche ou les partis de gauche, oui, pour avoir dit « mais où étiez-vous » Ah non, mais ça c'est très utile, c'est pas ce que je dis. Moi je me place uniquement là dans le cas de l'intérêt strict de cette jeune fille. Ah, c'est ça que je veux dire. Je pense pas que je ne sais pas, parce que après en même temps ça lui permet d'être défendue, et peut-être qu'elle aurait elle s'en défense sans ça. C'est compliqué de savoir. Hein. Après personne ne sait ce que c'est Bellica, c'est pas comme si elle... Oui, Marianne l'a repris, Marianne a repris, les journaux mainstream qui ont repris. Mais je peux pas, c'est une réponse qui n'a... Il n'y a peut-être pas de réponse. De toute façon c'est fait. Hein. Voilà. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est vrai que quelqu'un de, mature n'aurait pas fait ça. Il ne faut pas le faire. Je veux dire, on n'y peut rien, même si c'est scandaleux qu'on ne puisse pas dire ce qu'on pense de l'islam, etc. Le risque est terrible. Aujourd'hui, on peut dénoncer le fait de ne pas pouvoir le dire. Mais il y a une chose différente entre dire ce qu'elle a dit et dire j'ai pas le droit de dire ça. C'est pas pareil. Dénoncer le fait qu'on n'ait pas le droit de dire, oui, il faut le faire. Mais on peut pas parce qu'on a des fanatiques. Il faut quand même voir qu'on a des fanatiques. Et un fanatique, c'est quelqu'un de dangereux. C'est quelqu'un qui peut vous s'en prendre réellement à vous. Et aujourd'hui, en France, on est dans cette situation-là où aujourd'hui, on prend un risque. Regardez les Pays-Bas, il y a quand même eu des assassinats. Pim Fortuyn, il a été assassiné, mais je crois que c'était par un écologiste, Mais par exemple, je crois que c'était le réalisateur très anti-islam, qui était le petit-fils d'un peintre, je sais plus, Theo Van Gogh. C'est Theo Van Gogh, je crois, qui s'appelle. J'ai un trou de mémoire, mais je crois. Qui a été assassiné. C'était un film d'islam. Il a été assassiné par un islamiste. Il y a eu une attaque contre le journal danois qui avait publié les caricatures de Mohammed dans le journal. Voilà. Donc voilà, écoutez, à l'issue de cette émission qui est longue, qui j'espère vous aura intéressé, et puis donc je vous remercie de m'avoir invité parce que vous avez posé des questions pertinentes et vous avez étudié le cas Ferrier, si on peut dire réellement. Hein. Et voilà, comme je vous dis, je tiens un discours qui est un discours nouveau, mais qui est un discours majoritaire en réalité quand on y réfléchit bien dans l'opinion des gens. Simplement, elle n'est pas nécessairement formalisée dans l'esprit. L'Union européenne actuelle a beaucoup déçu, c'est clair. Mais l'Union européenne actuelle est décevante parce qu'elle n'est pas européenne, qu'elle n'est pas assez européenne. Alors on me dit l'argument, oui, mais vous êtes comme pour les communistes, c'est parce que ça n'a pas marché, parce que c'était pas assez communiste. On pourrait dire que l'Union soviétique a échoué parce qu'elle était nationaliste, et que donc elle était trop souverainiste finalement, cette Union soviétique, à la fin, avec Brejnev. Et donc, en conséquence de quoi? Non, l'Europe n'est pas faite. L'Union européenne, c'est d'abord un marché commun, la CE, qu'on a enrichi de l'euro et d'un certain nombre de paramètres, mais il n'y a pas de vraie justice européenne, il n'y a pas de code civil européen, pas de code pénal européen, pas de nationalité européenne, pas de vraie justice européenne, pas d'armée européenne, pas de police européenne, etc. etc. Vous voyez, si vous mettez le Parti des Européens au pouvoir, et cette critique que je viens de faire de l'Union européenne, pas d'armée, pas de police, etc., ne sera plus fondée. Parce qu'il y aura une Europe
unie de l'Islande à la Russie, avec sa police, son armée, sa nationalité, un euro renforcé, et en même temps, et j'insiste beaucoup parce que, comme je disais tout à l'heure, beaucoup de gens ont peur, parce que ce discours, c'est un discours conquérant, c'est un discours de grande Europe, ambitieux, visionnaire peut-être, hein, j'espère, et en tout cas conquérant, parce que c'est quand même un immense espace géographique derrière. C'est la première puissance européenne mondiale quand même dont on parle. Aujourd'hui, l'Europe est la première puissance mondiale potentielle, mais comme elle est divisée, elle ne l'est pas. Mais c'est la première. Les Américains sont deuxièmes. Si l'Europe que je défends là voit le jour, les Européens et les Américains sont deuxièmes. On est devant. On défend la Chine, on est tout le monde. Et après, on pourra relancer notre démographie, etc. Donc ça, c'est quand même une ambition conquérante. Mais les gens ont peur de se dire l'État français va mourir et mon identité va disparaître avec. Non. L'État français, comme je l'ai dit, est le fossoyeur de l'identité française. En libérant le peuple français de son État qui croit à tort être son défenseur par un sort de syndrome de Stockholm, nous allons pouvoir éliminer son premier ennemi. Et l'État européen sera un État unitaire et subsidiaire. En termes clairs, pour moi, ça veut dire qu'un Breton en 2050 ou en 2060 dans la Grande Europe, il parlera breton en Bretagne, son identité sera renforcée, et en France, nos traditions culinaires, vous n'aurez pas des kebabs partout, vous n'aurez pas des plats chinois et compagnie, vous aurez de la bonne cuisine française. Et quelle est la différence entre la Grande Europe que je défends et la France actuelle? Au lieu d'avoir du bleu de Bresse seulement à Paris, vous aurez du bleu de Bresse à Berlin et à Moscou. Vous aurez des plats. Parce qu'en fait, tous les Européens le savent, il y a un mérite que la France a. Donc, issu d'un système européen, je le dis quand même, c'est la bonne cuisine. Les Italiens sont très bons aussi, les Grecs pas mauvais. Il y avait un moment dans certains conflits, il y avait des échanges de rations de combat entre l'Angleterre et les Anglais, ils ont un gros problème, et c'est pour ça qu'on va les faire revenir dans l'Europe grâce aux baguettes, au fromage et au saucisson. On va faire revenir les Anglais dans la Grande Europe. Mais, trêve de plaisanterie, voilà, on a un vrai savoir-faire. Aux États-Unis, le fromage est dégueulasse. Il est lyophilisé, machin. Et si vous achetez du fromage français, ça vous coûte, je sais pas, je parlais du bleu de Bresse, ça vous coûte 50 fois le prix, ou 20 fois le prix d'un bleu de Bresse en France, quoi. C'est monstrueux. Ils interdisent le foie gras, ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Ils font du pseudo-vin rosé avec nos cépages, mais ils mettent du sucre dedans. Voilà. Ils font des salades gigantesques, ils boivent le coca un paquet de 5 litres, alors que même nous, on ne boit pas l'eau à 5 litres. Bon. Bon américain, ça reste des Européens d'origine, les Américains. Ils viennent bien d'Europe, c'est une extension de l'Europe. Mais voilà, je pense que la cuisine française est aimée de toute l'Europe, et je pense qu'on voudra beaucoup plus de cuisine française, de vin français, dans toute l'Europe, dans le cadre de la Grande Europe, qu'on le fait aujourd'hui. Donc oui, nos identités, nos traditions, nos savoir-faire, notre âme va être restaurée. Et donc ça, c'est pas une Europe qui détruit les identités, c'est une Europe qui sauve les identités, et qui sauve évidemment la macro-identité, si on peut dire, qu'est l'Europe. Voilà, donc c'est quelque chose qui aujourd'hui plaît beaucoup aux gens à qui j'en parle. Malheureusement, je n'ai pas de médias. Donc les médias, ça peut être des gens comme vous et d'autres qui me donnent la parole, et c'est très bien. Mais je sais qu'à chaque fois que je parle pour un média, n'importe lequel, il faut que je fasse mouche, il faut que je percute l'auditeur. J'espère, sans avoir été trop long et trop rapide rhétoriquement, parce qu'il faut encore que j'apprenne, vous voyez, on apprend toute sa vie, et il faut apprendre à respirer. Je suis très bon, par exemple, derrière un auditoire, derrière un pupitre. Mais je ne suis pas mauvais comme ça, je fais de la radio en plus maintenant, etc. Mais vous voyez, je ne respire pas encore assez, je parle trop vite. Et ça, c'est le travail qu'il faudra que je fasse. Mais aujourd'hui, quand on voit la rhétorique des hommes politiques de premier plan, c'est triste. C'est pas beau. Donc à la rigueur, j'ai pas d'état d'âme. Hein. Je dois progresser, parce que de toute façon, toute sa vie, on doit progresser. C'est une philosophie du conquérant. Hein. Il faut toujours avancer, toujours faire un pas devant. Mais ils sont nuls. Ségolène Royal avait un prompteur dans l'oreille pour parler au débat présidentiel. Ouais, c'est faire voir bêtement. Sarkozy savait quand même pas mal parler, mais il a ses petites terreurs. Voilà, hein. Je fais un peu de truc. Madame Chabot, hein, je peux pas comme les renvoyer à la mer. Hein. Oui, c'est une citation assez amusante, celle-là d'ailleurs, parce que j'en parle, parce que tant que faire, allons-y. Soral et d'autres ont expliqué qu'on ne pouvait pas faire la remigration, que c'était pas possible, etc. Et Sarkozy le pensait aussi, puisque Sarkozy a dit mais Madame Chabot, que voulez-vous que je fasse? Je ne peux quand même pas les renvoyer à la mer. Personne ne lui avait dit que renvoyer quelqu'un dans son pays, c'était le renvoyer à la mer. Hein. Il a diabolisé le concept. Mais vous voyez, et Soral, c'est pareil. Voilà. Tous ces gens-là sont là pour dramatiser la remigration. La remigration, notion, et pas la réémigration de l'Ostrogolesquin. Hein. Le bon terme, c'est remigration. Rückwanderung en allemand, c'est un terme. Il y a même un mot russe, je ne sais plus, en allemand, en grec, russe, il y a des mots. La epana apostefsi, ou un truc comme ça veut dire remigration en grec. Hein.
Bon, j'ai des mots dans les autres langues. Hein. Voilà. Et donc la remigration, c'est pas on met tous les Noirs et tous les Arabes dans un bateau, puis salut. C'est pas ça. La remigration, c'est on crée des règles juridiques nouvelles, nationalité européenne, etc. Et on invite les gens, en cohérence, à assumer leur identité. Soyez ce que vous êtes, devenez ce que vous êtes, disait Nietzsche. Donc vous êtes africain, c'est très bien, c'est très respectable, on n'a pas de problème là-dessus. Vous n'êtes ni nos supérieurs ni nos inférieurs, vous êtes respectable, vous êtes autre. Et on vous respecte en tant qu'autre. Mais vous êtes autre, donc vous allez autre part. Tout simplement, parce que vous avez une terre qui est la vôtre. En fait, l'immigré, il a deux terres. Il a la terre de son pays d'origine et il a la terre où il se met chez nous. Il a deux pays. Tandis que celui qui s'expatrie a deux pays, celui qui reste chez lui n'a plus le sien. Et donc, les Européens vont avoir 0 pays, ils ne seront plus chez eux, et les autres vont tout ce qu'ils veulent. La Chine a le droit de rester chinoise, elle va rester chinoise. L'Inde a le droit de rester indienne, elle va rester indienne. L'Afrique noire va rester l'Afrique noire. Il est possible que les pays arabes se fassent envahir par les Africains noirs. Il est possible que l'Algérie et le Maroc, etc., alors même qu'ils viennent chez nous, se fassent bouffer chez eux. C'est possible. Certains l'ont théorisé. Mais en tout cas, l'Europe ne sera plus européenne. Pourquoi l'Europe aurait-elle le devoir de cesser d'être elle-même? Pourquoi l'Europe devrait disparaître? Moi, je ne comprends pas. L'Europe n'a pas à disparaître. Et pourquoi nos dirigeants veulent notre disparition? Ou, en tout cas, s'y acclimatent, l'acceptent, ne se révoltent pas, et n'ont pas le courage de le faire. Je pense qu'il n'y a pas de complot derrière tout ça. Je pense que ça s'appelle la décadence. Maintenant, la question, est-ce que les Européens ont en eux la flamme du génie européen du passé, sont capables de réveiller en eux cette flamme, de se surpasser et de redevenir ce qu'ils sont, en réalité, et donc sauver la situation? S'ils doivent sauver la situation, c'est pas compliqué. Avec ou sans moi, avec le Parti européen ou sans le Parti européen, ils feront ce que je propose. D'une manière ou d'une autre, s'unir. Et même les Albanais et les Serbes, et même les Ukrainiens et les Russes, ils sont tous potentiellement derrière la même barricade, derrière la même zone. Nous sommes menacés de disparition, et les querelles nationalistes entre l'Irlande du Nord et le Qatar sont tellement insignifiantes. Quand il y a une vague qui arrive, quand il y a une menace complète de destruction, l'Europe ne peut pas faire autrement. Pour conclure, il y a cette belle phrase de Nietzsche. Il y a deux phrases de Nietzsche qui sont intéressantes. La première phrase de Nietzsche et la deuxième s'opposent de cette manière. Nietzsche dit que ce qui doit tomber, il ne faut pas le retenir, mais le pousser. Si l'Europe doit disparaître, autant la pousser tout de suite dans le vide. La faire disparaître, y compris en balançant toutes nos bombes nucléaires sur la planète, pour dire, ok, on disparaît, mais on vous emmène tous avec nous. L'Europe meurt, mais ne se rend pas. Voilà. Ou, deuxième possibilité, optimiste, l'Europe se fera au bord du tombeau. Avant qu'il soit trop tard, les Européens trouveront en eux la force de s'unir et d'agir et de redevenir eux-mêmes au prix de quelques souffrances pour eux, peut-être de quelques souffrances pour d'autres. Il y aura des réveils douloureux. Il y a des gens qui pensaient que le métissage était l'avenir de l'Europe et qui disaient merde, c'est le contraire qui est en train de se faire. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me suis trompé de choix de société. C'est ce que j'appelle un réveil douloureux. Il y a des gens qui pensaient que l'Europe resterait européenne. Ils arrivent à la porte de la chapelle et puis ils se posent des questions. Mais peut-être que demain, c'est les autres qui vont se poser des questions. Moi, ce que je souhaite, ce que j'appelle le grand renversement, c'est que les valeurs de décadence soient inversées, que les valeurs dominantes actuelles soient mises à bas, et que d'autres valeurs, les valeurs réellement européennes, réellement nobles, voient le jour. Il faut inverser ce qui a été inversé, restaurer ce qui a été détruit et aliéné. D'accord. Ça me semble être une belle conclusion. C'est une très bonne conclusion. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci merci d'être venu. Évidemment, pour les internautes, on les invite à aller dans l'espace commentaire, à parler, à dialoguer, tout en restant évidemment dans un dialogue avec des véritables arguments, de véritables critiques. Vous aurez article 50 Frexit quand même. Ouais, c'est probable. Éventuellement consulter la chaîne de Thomas Ferrier et peut-être même s'intéresser à son dernier ouvrage sur les fascismes d'Europe. Voilà, qui est un ouvrage purement historique, qui n'est absolument pas apologétique du concept, pour être très clair, mais qui est courageux parce que je pense que je dis ce qu'il est, tout simplement, avec ses qualités et ses défauts, comme tout mouvement politique a été d'ailleurs. Hein. Je ne me mets pas dans la logique de diabolisation stupide. Voilà. Il ne faut pas diaboliser ce qui a existé. Il faut dire c'était ça, voilà, c'était ça. Point. Faites votre idée, vous avez toute liberté de faire votre idée. Voilà. Bon, et c'est fini. Voilà.